Salut, c'est Alexis et je te souhaite la bienvenue dans Radio Contournement, le podcast dédié aux technologies no-code. Chaque semaine, je pars à la rencontre des personnes les plus intéressantes qui contribuent à ce phénomène passionnant qu'est le mouvement no-code. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode un peu spécial du podcast Radio Contournement que l'on enregistre en live sur la chaîne Twitch de No Code France. Donc bonjour à tous les gens qui sont connectés, qui nous regardent. N'hésitez pas à nous dire bonjour dans le chat. Et j'ai le plaisir d'être accompagné de JB et Thibaut pour parler de code et de no-code, de no-code et de code. De no-code plus code, de low-code peut-être justement. Voilà, donc il y a plein de sujets à aborder. Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va un petit peu se concentrer sur la discussion pour défricher un petit peu le sujet. Et ensuite, on prendra aussi toutes les questions dans le chat, etc. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Désolé si on n'y répond pas tout de suite, mais on prendra le temps de faire ça. Ce que je vous propose pour commencer, c'est de vous présenter. Peut-être toi en premier, JB, parce qu'on ne te connaît pas forcément très bien. Alors, tu as une grosse audience sur Twitter et peut-être sur d'autres réseaux, mais peut-être que les gens de la communauté de No Code France ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais ? Bien sûr. Alors déjà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Déjà, c'est un grand plaisir pour moi d'être présent sur ce live aujourd'hui. Et pour me présenter rapidement, donc moi, je suis développeur depuis maintenant 10 ans. Il faut savoir que quand je me suis lancé dans le développement, c'était pas forcément par passion, c'était vraiment par contrainte. Parce qu'en fait, très tôt, j'ai voulu lancer des idées dans le monde des applications. Malheureusement, j'avais pas les compétences pour le faire. Et à l'époque, en 2013, il n'y avait pas vraiment de question de no-code. Il fallait apprendre à coder. Donc, je suis allé sur le site Open Classroom, le site du zéro, qui est aujourd'hui Open Classroom. Et j'ai vraiment appris en autodidacte. Et ce qui fait que, depuis maintenant 10 ans, aujourd'hui, je suis développeur. J'ai lancé plein de projets d'applications web et mobile durant ces 10 ans. Et puis aujourd'hui, j'ai une agence low code. C'est important de le préciser, une agence low code. Et donc, on est vraiment spécialisé dans la création d'applications mobiles. Et tu utilises aussi des outils no-code, tu avais même une formation à Adalo, enfin, tu fais aussi partie un peu de... Et exactement à côté, je suis formateur. Donc, j'ai déjà lancé une formation sur Adalo, sur Bubble, mais aussi sur Flutterflow. Aujourd'hui, la formation best-seller, c'est vraiment la formation Flutterflow et c'est vraiment la formation sur laquelle je me focus également aujourd'hui. Et je suis aussi créateur de contenu, donc je crée du contenu notamment sur YouTube et aussi sur Twitter. C'est intéressant parce qu'on y reviendra, mais peut-être que Flutterflow, en plus, ça représente bien justement un peu la conjonction du code et du no-code. Thibaut, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Rapidement, donc j'ai monté l'école Auto, donc spécialisée vraiment dans les outils no-code d'application et même, on va dire, même dédié en ce moment surtout sur Bubble à différents niveaux. En fait, moi à la base, je suis pas du tout développeur et toujours pas aujourd'hui pour le coup, mais je suis tombé amoureux de Bubble en 2019 et j'ai créé la première formation en français, puis l'école qui est allée autour et aujourd'hui on a vraiment le plus haut niveau de formation en Bubble parce qu'on fait carrément de la formation sur 3 mois pour mener un poste de développeur Bubble. Et donc à côté de ça, j'ai ouvert un peu une seconde communauté pour le micro SaaS. Donc c'est vraiment sur un côté business. C'est vraiment le pendant marketing que je trouve qui manquait dans le côté Bubble et qui actuellement me plaît de plus en plus. Mais c'est en gros en fait une fois que tu as ton application, super, mais qu'est-ce que tu rajoutes dedans et qu'est-ce que tu en fais pour faire du business? Il y a beaucoup de gens qui viennent à Bubble, j'ai l'impression quand même, pour lancer des projets, ce côté un peu indie hacker. Il y a une grosse communication en fait qui a été faite par depuis je pense début d'année, notamment sur YouTube par des influenceurs d'une partie, influenceurs Dubaï même, j'aime bien les appeler comme ça, qui montrent Bubble comme le dropshipping du no-code. Donc c'est assez drôle comment ils le présentent. Je pense aussi qu'il y a eu une grosse tendance de la part même des développeurs d'aller dans le côté je crée mon SaaS en 24 heures, etc. Donc je pense que ça a donné beaucoup envie à des gens de se lancer dans un côté marketing. Et je trouve ça intéressant de voir un petit peu ce truc-là parce que vu que tu as un objectif financier, ça excuse un petit peu le pendant de je veux forcément avoir un métier et du coup avoir une viabilité sur le marché, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Super. On est ensemble aujourd'hui parce que en fait tout a démarré d'un petit échange sur Twitter que j'ai trouvé intéressant. Donc en fait on a notre ami Victor qu'on salue au passage, qui est très très actif sur Twitter, qui avait posté un petit message qui disait que
c'est un no-codeur depuis pas mal de temps. Il n'a pas du tout de background technique et il disait qu'il avait appris, qu'il était en train d'apprendre à coder. Et du coup, JB, toi, tu as retweeté ça avec un petit commentaire. Est-ce que tu veux nous dire déjà un petit peu, toi, le point de départ, et puis comme ça, après, on verra la réaction qu'a eu Thibaut par rapport à ça. Mais toi, un petit peu, quel était, tu vois, quand tu as vu ça, qu'est-ce qui t'a... Ouais, bah le point de départ, c'est que Victor, ça fait longtemps d'ailleurs que je le suis sur Twitter, et puis lui, il lance justement des applications. Il s'était mis au no-code. Le problème, c'est que bah il s'est senti limité. En général, quand tu crées un SaaS, par exemple, forcément, tu as beaucoup de fonctionnalités. Parfois, c'est extrêmement complexe. Et malheureusement, aujourd'hui, en no-code, on peut pas tout faire. Et en fait, lui, ce qu'il a ressenti vraiment, c'est de la frustration, de se dire, bah, en fait, voilà, c'est bien, je lance mon SaaS, mais il y a des fonctionnalités que je peux pas forcément coder. Et du coup, il s'est dit, bah, je vais me lancer en code. Comme ça, au moins, je vais pouvoir avoir un contrôle total sur ce que je fais et je vais pouvoir développer absolument toutes les fonctionnalités. Donc, tout ça, en fait, ça part vraiment d'une frustration de sa part. Et moi, je l'ai félicité, en fait, parce que moi, de base, je suis développeur et je suis pas vraiment je suis pas extrême. C'est pas, no code ou code. C'est vraiment, bah, écoute, fais en fonction de tes besoins. Et lui, son besoin, c'est que, bah, voilà, il se sentait frustré, il avait envie de créer de nouvelles fonctionnalités. Part sur du code, félicitations. C'est très bien. Et j'invite bah, toutes les personnes à, pourquoi pas, tester le code pour voir si ça leur plaît. Et si ça leur plaît, bah, ça leur ouvrira encore plus de voies. À partir... Ouais, c'est un peu ce que tu disais dans ton tweet. Effectivement, ce qui est important, c'est de savoir un peu comment utiliser les deux et dans quel cas de figure. Dans ton tweet, tu disais un peu que tu voyais ça un peu comme une trend, comme une espèce de tendance, qu'il y avait une majorité de nos codeurs maintenant s'orientaient vers le code. Euh, Peut-être toi, juste pour directement un peu aller à la question, toi, ta réaction, Thibaut, c'était, je vais lire ton tweet, mais après tu pourras expliquer. J'ai C'est de cherché, dire, justement, j'étais en train de chercher, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai dit à ce moment-là et donc spécifiquement toi, ta comme ça? première réponse, c'était, donc ce n'est pas vraiment apprendre à coder si. Point Là, d'exclamation. c'est point J'ai- d'interrogation, point d'interrogation. Interrogation. Ouais, pardon. Ouais. Et non, mais c'était intéressant parce que c'était bon, un petit message un peu laconique, mais il y a un sujet derrière. Mais justement, du coup, toi, de ton point de vue un peu plus de nos codeurs, c'est quoi? Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Ben, en fait, en gros, pour moi, tu passes du no-code au code. Il a très bien dit quand il y a une limite. Et ma question, c'est, il y a plusieurs façons de voir une limite. C'est la limite, c'est quand tu as tout essayé et que ça marche pas. Et dans ces cas-là, tu dois passer par quelque chose d'autre, une autre techno. Ou alors, tu t'es laissé aller dans les sirènes du le no-code est limité. Je suis directement passé au code parce que je pense que c'est pas possible. Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est un sujet d'expert, c'est-à-dire ce que tu peux pas faire au no-code. Pour le coup, bah, il faut être expert de l'outil en question pour savoir que tu peux pas le faire. Et actuellement, à bout de 5 ans, avoir fait beaucoup de choses dessus, je n'ai toujours pas trouvé de limite. C'est pour ça que je posais la question. Alors, c'était un petit peu laconique dans le sens où je voulais vraiment savoir si c'était vraiment un effet de mode, un effet de trend, ou parce qu'il suit beaucoup les indie hackers, on suit les mêmes personnes. Tu vois, il y a vraiment ce truc de learn code qui revient un petit peu là-dessus. Ou alors, c'est à l'inverse, c'est-à-dire, est-ce qu'il y avait vraiment une limite qui était insurmontable et il est passé dessus, quoi. Bah, moi, je pense déjà que pour la limite, pour moi, justement, aujourd'hui, tu as des outils low code. Bubble, c'est un outil low code, si je me trompe pas aujourd'hui. Tu peux rajouter du code. Tu peux Oui, rajouter, mais tu vois. ça, il faudra définir ce que c'est le low code. Tu vois, pour moi, low code, il y a vraiment une côté nécessaire d'utiliser du code à l'intérieur en petite partie, alors que pour moi, un outil no code, il n'y en a pas besoin. Et pour moi, Bubble, je pense que c'est présenté comme un outil low code pour vraiment avoir ce sujet de il y a une courbe d'apprentissage, mais en réalité, tu peux ne pas du tout utiliser du code pour utiliser Bubble et ça fonctionne aussi. C'est pas comme, par exemple, il y a un outil qui s'appelle Wappler, je sais plus s'il existe encore, mais à l'époque, c'était ça, c'est-à-dire que c'était un peu l'équivalent de Bubble, sauf que toute la partie hébergement, elle était à coder et il fallait vraiment savoir ça. Et c'était vraiment les 5 à 10% où les gens ils étaient en mode, bah, en fait, on fait comment si on sait pas coder? C'était vraiment ça. Mais je pense vraiment que les gens, tu vois, ils en ont marre de faire du bricolage. Parce que, honnêtement, moi, je vois ça comme du bricolage. Si t'es sur Bubble et que, tac, tu vas chercher un plugin par-ci, un plugin par-là, un autre plugin par-là. Et après, tu te rends compte que, ah, bah, vas-y, je sais pas ce que c'est une API. Ah, bah, je vais apprendre à créer une API. En fait, les gens se disent, bah, autant que j'apprenne à coder, ce sera déjà beaucoup plus simple pour moi. Et puis, bah, au moins, j'aurai un package complet et je saurai exactement comment créer une application de A à Z, tu vois. Et moi, je pense vraiment qu'avec Bubble, tu es limité en no code. Tu es limité. Je pense que tu auras forcément une limite. Alors moi, j'ai essayé. C'était mon premier sujet, c'est-à-dire que quand j'ai vu les limites de Bubble, enfin, quand j'ai eu les limites de Bubble dans le sens où j'avais des trucs que je savais pas faire, je suis allé directement, tu vois, c'est tout bête, mais le plugin n'existait pas, je devais faire mes calls API. Je devais globalement apprendre du JSON pour comprendre ça. Le niveau d'information pour apprendre du JSON quand on ne vient pas de ce monde-là, c'est un enfer, littéralement. Et
d'ailleurs, je suis arrivé sans avoir besoin de faire ça, je suis arrivé à résoudre mon problème. Tout simplement, enfin, j'avais posé la question à un moment, je crois que c'était même Lucien qui m'avait répondu en mode, en fait, non, tu peux faire ça comme ça et c'est très simple. C'est juste qu'aujourd'hui, pour moi, c'était limité sur Bubble. Je pense que je peux allez, je l'ai jamais rencontré, hein, mais à part si tu as vraiment besoin d'un truc très spécifique, je peux le faire en no-code. Sur Bubble, quasiment tout faire. Même si effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a des fois, tu vas rajouter des plugins. Mais est-ce que c'est du bricolage? Je suis pas d'accord. Aujourd'hui, pour moi, c'est pas du bricolage d'utiliser un plugin qui est fait pour, parce que le plugin à l'intérieur, c'est du code. C'est juste que tu rajoutes une interface supplémentaire, un élément supplémentaire. Si tu peux le faire tout seul, très bien. Mais aujourd'hui, je vois pas pourquoi ce serait du bricolage. Enfin, faudrait peut-être remettre aussi peut-être dans le contexte. Aujourd'hui, je dis pas un mec qui fait du no-code et qui veut avoir un métier et qui veut travailler dedans et qui sait pas créer un plugin par lui-même, qui sait pas faire ses propres calls API, c'est un autre sujet. Mais quelqu'un qui veut créer ses propres produits, je vois pas le sujet du bricolage. On s'en Oh, fiche. alors, attention, ouais, bon, là, on rentre sur un autre sujet encore. C'est que, bon, là, on a deux types on a deux types de développeurs. Enfin, on a les développeurs qui veulent créer des produits pour eux-mêmes. Enfin, c'est pas vraiment des développeurs, c'est des personnes qui veulent créer des produits pour eux-mêmes parce qu'ils veulent Ouais, des lancer une indie maker, indie hacker, tu vois, comme ça, ouais. donc, pour ça, pour moi, il y a absolument aucun problème. Ils ont pas forcément besoin d'apprendre à coder, hein. Tu vois, en général, ça va être une seule idée. Allez, ils vont essayer de lancer une deuxième idée, troisième idée, grand max, et ils vont pouvoir réussir à le faire en no code. Et même dans tous les cas, ils vont pouvoir lancer un MVP. C'est déjà extrêmement bien. Bon, par contre, si on parle de personnes qui vendent des prestations de services, je déconseille totalement de ne pas apprendre à coder. Parce que au final, tu vas avoir des clients qui vont arriver avec un cahier des charges, avec des fonctionnalités. Et en fait, si tu ne sais pas coder, tu seras forcément limité. Tu seras forcément limité. Et ça, je Ouais, l'ai mais sauf que tu acceptes ou c'est- pas le cahier des charges. T'es Ouais. pas Non, mais obligé. après, c'est intéressant parce que je Exactement. pense que ce que tu dis, JB, c'est intéressant. C'est que quand tu fais toi-même ton propre produit, t'es limité. Tu fais en fonction de ce que tu peux faire, quoi. Donc, tu fais dans le périmètre de tes limites. Alors que quand, effectivement, tu es face à des clients, tu peux pas toujours dire non, quoi. C'est-à-dire, tu dois faire quelque chose. Bah, si tu acceptes le projet, après, effectivement, tu peux ne pas accepter de prendre le projet. Mais bon, si tu veux, des fois, il te manque un tout petit bout. Tu te dis, c'est dommage, je vais pas prendre un projet pour 95% et il me manque que 5%. Mais juste pour remettre aussi quand même la discussion, déjà, il faut pas non plus prendre que Bubble comme exemple, comme ça Oui, qui est pardon, souligné c'est dans ce que le je connais chat, principalement. parce que Bubble, c'est un outil quand même qui est puissant, mais il faut penser aussi, quand on parle de no-code, on parle de tous les écosystèmes. On peut prendre Adalo, par exemple, qu'on connaît pas mal tous les trois, qui est un outil, je pense, Voilà. qui est très accessible, mais qui a aussi des fortes limites qui peuvent être repoussées par rapport au code. Mais juste, moi, il y a un premier truc quand même sur lequel je voulais revenir avant de continuer. De toute façon, on va partir un peu dans tous les sens et c'est pas grave et tout est intéressant. Mais sur ce côté low code, parce qu'en fait, toi, quand tu disais, si je me trompe pas, Thibaut, toi, ce que tu voulais dire aussi, c'est qu'il y a une différence entre apprendre un petit peu de code pour le mettre dans des outils no code ou utiliser en conjonction dans une approche, on pourrait dire low code ou no code plus code, quoi, Mm. et apprendre à devenir développeur. C'est Je ça. me trompe? Ah oui, non, Et c'est c'était un complètement peu. ça. Aujourd'hui, pour moi, la Ouais. frustration, c'est pour illustrer le propos, tu vois, quand j'ai commencé à essayer de coder, je dis vraiment essayer, hein, parce que pour moi, avec les logiques de Bubble, je me sens plus développeur. Mais je sais les limites, hein, c'est le côté, enfin, les limites en tout cas structurelles, c'est monolithique, le front et le back, la base, etc. Mais quand j'ai commencé à essayer d'apprendre, je me suis retrouvé dans un truc où c'est démentiel, c'est-à-dire qu'il faut trouver le bon langage, la compréhension de la base de données, le langage. Enfin, aujourd'hui, je vois ce qu'il en est, hein, sur plein d'aspects. Et aujourd'hui, je me dis, attends, est-ce que je vais passer 3 ans à essayer d'apprendre quelque chose ou finalement partir sur Bubble et rester sur Bubble et apprendre ce qui me manque avec des points en plus qui sont déjà précis. Par exemple, je sais que sur les trucs qui vont me manquer sur les call API, je vais apprendre du JSON, ça va être plus simple. S'il faut que potentiellement, enfin, et encore, j'ai même pas 15 000 trucs de code à comprendre, mais ce qui est bien, c'est que je trouve que cette introduction, elle est douce et je vais juste piocher ce qui me manque. Et je trouve que c'était le truc qui m'a strictement manqué quand j'essaie d'apprendre à coder, c'est que j'avais pas de direction et la seule direction qu'on proposait, c'est prends une formation sur un langage, sur un truc, sur un site. J'étais en mode, mais en C'est un peu plus tout ou de, rien, quoi. c'est ça, C'est un peu c'est tout ou rien. C'est exactement soit t'es zéro, soit t'es développeur, quoi. ça. Ouais. Mais du coup, toi, comment. Parce que toi, JB, ce que tu proposes, enfin, c'est un peu. Il y a un truc au milieu, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un no-codeur ou une no-codeuse qui se forme au code doit apprendre pour, tu vois, jusqu'où il faut aller, comment tu vois un peu ça, tu vois. Et est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord avec ce côté, est-ce qu'il faut tout apprendre comme si tu étais dev, Ouais. ou il y a un truc entre-temps, quoi.
Non, moi je pense, regarde, je prends un exemple, hein, je vais prendre Flutterflow par exemple. Flutterflow, c'est basé sur du Flutter. Et Flutterflow, pour moi, c'est aujourd'hui le meilleur outil no-code qui existe sur le marché parce qu'en fait, ça rejoint vraiment le meilleur des deux mondes. Tu peux faire du low-code, tu peux rajouter du code extrêmement simplement et créer tes propres widgets. Mais du coup, si une personne part sur du Flutterflow pour créer une application web ou mobile, bah écoute, apprends à coder en Flutter et en Dart, puisque Ah, mais là, on est d'accord. tu vois, puisque en Parce que fait, pour moi, tu l'outil peux pas le no-code, faire autrement, quoi. C'est l'outil. Alors pour moi, j'aurais tendance à dire que l'outil en soi, il nécessite quand même de savoir coder là-dedans. Je l'ai essayé et j'ai trouvé que passer une certaine couche, passer les actions simples, tu étais obligé de savoir du Dart, enfin du coup du Flutter, pour le coup, tout et ça, c'est quoi. une chose, et c'est une excellente chose au final. Parce qu'au Oui, tout final, à fait. tu vois, c'est pas un langage d'ailleurs qui est extrêmement compliqué. En plus, voilà, c'est un framework, c'est Flutter. Et justement, ça, encore une fois, si tu es prestataire de service, ça te permet déjà de mettre un pied dans le monde du code et derrière de pouvoir proposer absolument tous les services que tu veux. C'est-à-dire que si un client vient et qui te demande, voilà, il vient avec ton cahier des charges et qu'il a des fonctionnalités, bah derrière, tu peux les développer et tu te fermes aucune porte. Et c'est ça que j'adore avec Flutterflow, justement. Et c'est aussi cette possibilité, en fait, d'être propriétaire du code. Avec Bubble, t'es pas propriétaire de ton code, par exemple. Ouais, ça, T'es c'est pas un autre débat. Ça va être un C'est autre bon. débat. Ah, on va mettre beaucoup de Mais temps. Mais non, mais on pourra discuter un peu aussi des avantages aussi enfin, des différentes approches. Mais du coup, est-ce que moi, la question que je me pose, c'est un truc auquel je réfléchis même d'un point de vue de faire une formation autour de ça, c'est est-ce qu'il faut être un développeur Flutter pour pouvoir utiliser Flutterflow? Ou est-ce que tu peux être un no-codeur qui découvre Flutter en même temps que tu utilises Flutterflow? Non, Et je dis ça, c'est vraiment une question candide parce que j'ai jamais utilisé. tu peux être un no-codeur sans forcément connaître Flutter et commencer à utiliser Flutterflow. Parce que le Flutter au final, tu vas commencer à coder en Dart seulement si tu te sens limité sur Flutterflow. Seulement si tu as besoin de rajouter des fonctionnalités en plus. Tu vois. En gros, les widgets pour Flutterflow, c'est les plugins pour Bubble. Tu vois. Sauf que là, bon, t'es obligé de les coder au final. Mais il y a des widgets qui sont déjà pré-codés que tu peux utiliser. Donc c'est des plugins en fait déjà existants. Mais si si ça a le tu veux, même pardon? si ça a le même fonctionnement, du coup, tu viens de le dire. Enfin, pour moi, tu viens exactement de dire ça. C'est aujourd'hui, tu peux utiliser ça, tu peux te débrouiller. Et au bout d'un moment, si tu as besoin d'étendre les fonctionnalités, tu peux aller chercher à coder. C'est exactement pareil sur Bull. Je pense qu'on est d'accord dans ce fond-là. Mais effectivement, enfin, pour moi, tu viens de le dire. Après, on est d'accord, Flutterflow, la structure de Flutterflow est un peu plus particulière. Je trouve qu'elle est plus tournée. Je pense à apprentissage technique. Enfin, genre, j'ai eu des gens qui étaient vraiment bloqués par rapport à ça. Mais le fond du truc, tu viens de le dire sur la partie développeur, comment dire, développeur dans un cadre freelance, dans un cadre prestation. Pour moi, aujourd'hui, tu es d'accord que si tu es débutant sur Flutter, même si tu as la capacité de faire des choses en code, bah de un, tu sais pas tout, donc tu as forcément un sujet d'inconnu dans Flutterflow, donc tu as forcément des fonctionnalités que tu pourras pas scoper, parce que bah, c'est ça, hein, c'est le sujet du freelance. Et pour moi, pourquoi il en serait pas de même avec Bubble, c'est-à-dire qu'il y a des inconnus que tu pourras corriger. Moi, je pars toujours du principe que le client n'est pas quelqu'un de technique. Donc, ce qu'il veut, c'est aussi une part de fantasme. C'est à toi, en tant que freelance, de savoir scoper le projet, de savoir lui apporter des solutions qui ne sont pas forcément pertinentes pour son projet. Et aussi, bah, parfois, quand c'est quelque chose de trop technique, tu le sais dès le début du projet. Je veux dire, dans la fonctionnalité, dans l'aboutissement, tu peux lui proposer une alternative. Mais globalement, tu peux aller te faire conseiller aussi, mais je prendrai jamais un projet qui me dira, bah voilà, je veux me connecter avec de l'IoT, tu vois, en direct, enfin, sur Bubble, ça aurait pas de sens. Mais Une ça veut petite dire que les question, trois quarts des choses, je peux faire, quoi. une petite question Thibaut, de ton expérience à toi justement, des nombreuses personnes que tu as formées à Bubble, combien tu sais à peu près, enfin, tu vois, se sont mis au code ou ont eu besoin du code? Et en proportion, est-ce que tu dirais que bah il y en a plein qui sont freelance et qui n'ont pas appris le code et qui arrivent quand même à se débrouiller quoi? La majorité n'a pas appris le code et continue à se débrouiller. Pour moi, Victor, ça fait partie d'une des exceptions. La plupart des gens qui, pour moi, et c'est marrant, alors, j'ai plutôt le cas inverse, tu vois, des personnes qui étaient en code qui sont passées à Bubble. J'ai plus ça que je connais. En sortie, pour le coup, j'ai pas eu de cas qui m'ont vraiment démontré le besoin. Alors peut-être attention, hein, j'ai peut-être pas les gens qui sont venus me le dire, tu vois, parce que peut-être que j'ai une position qui fait que les gens m'en parlent pas. Mais je, là où j'ai vu vraiment la limite, tu vois, c'était sur d'autres outils. Genre, quand on a fait une formation sur Xano, là, tu sentais que les gens qui n'avaient pas passé par le stade du code étaient vraiment en difficulté par rapport à des personnes qui avaient préalablement un niveau un peu plus tech ou alors une logique un peu plus tech ou passer par des outils comme Make qui demandent un peu plus ce côté-là. Mais aujourd'hui, je connais personnellement, aucun développeur qui s'est dit, OK, le projet, je peux pas l'effectuer en Bubble, soit parce qu'ils l'ont pas pris,
soit tout simplement parce que ils ont rajouté les briques de code nécessaires avec notamment des calls API. Je pense que ça aussi c'est intéressant, c'est que l'outil, vu qu'il n'est pas une boîte noire, il est assez ouvert sur l'extérieur. Enfin, moi aujourd'hui, je fais du Canvas, c'est-à-dire des éléments visuels grâce à un plugin qui utilise du Canvas.js ou un truc comme ça, je crois, c'est ça le nom. Et donc à chaque fois, je suis en mode, enfin, je bug en me disant, il y a des mecs qui font des trucs sur Bubble que je ne pensais même pas possible il y a 1 an. Et quand je le montre aux autres, je pense que ça repousse aussi les limites. Donc je pense que les limites, elles sont dynamiques aussi. Après, attention, juste une limite, je suis d'accord avec vous sur un sujet, le SEO, ou structurellement, et ça c'est le cas de beaucoup d'outils, il y a des règles spécifiques qui sont plutôt internes à l'outil. Là, si on parle effectivement, enfin, quelqu'un qui me dit, et encore ça s'améliore, hein, peut-être que ce sera plus vrai dans 1 an, hein, potentiellement, mais aujourd'hui quand on me parle de SEO, c'est-à-dire vraiment la structure du code, le nombre, on va dire, de code écrit, qui a une densité, etc., même si c'est pas un indice majeur, c'est sûr que j'irai dire à quelqu'un, va plutôt sur un outil qui est fait pour le SEO, plus pour ça par exemple. Mais c'est la même chose entre Framer et Webflow par exemple. Ouais. Ouais. Mais après, moi, je te dis la vérité, hein, Bubble, pendant un très long moment, je l'ai défendu, mais aujourd'hui, je le défends plus autant parce que j'ai eu tellement de personnes qui ont été déçues par cet outil, qui sont venues me voir. Moi, je te parle vraiment en tant que prestataire de service, des personnes qui sont passées par des freelances pour créer leur application web et qui sont venues me voir en me disant, mais en fait, non, au final, je pars du principe que je ne veux plus forcément partir sur un outil comme Bubble et je préfère partir sur un outil où je vais avoir beaucoup plus de liberté pour développer des fonctionnalités. Donc, en fait, à un moment, ils se sont forcément sentis limités. J'entends en fait que toi, tu sens que tu n'as aucune limite sur Bubble, mais moi, en tout cas, de ce que j'ai pu voir et entendre, il y a énormément de personnes qui rencontrent des limites sur Bubble, Mais ça, c'est surtout intéressant. en création de SaaS. Là, on parle Mais vraiment de tu création. vois, déçu par rapport à quel point? Parce que là, si tu me parles de personnes, alors du coup, c'est 2 choses différentes. Du coup, j'ai du mal à comprendre. Là, tu parles de personnes qui ont fait de la prestation auprès de quelqu'un et qui se sont retrouvées limitées derrière parce que la prestation a été mal effectuée ou qui n'arrivent pas à faire reprendre le projet, ou c'est Non, quoi? C'est de, eux-mêmes? je parle de clients qui sont passés par des freelances qui leur ont créé donc une plateforme, donc une vraie application, mais au final, ils ont été limités en termes de création de fonctionnalités. Donc au final, Alors, ils se sont sentis bloqués au niveau de la création de leur application. Et ça, mais est-ce que forcément, ça, ouais, mais tu es d'accord, est-ce que ça, c'est la problématique du côté freelance et du niveau du freelance? On va pas se mentir, il y a un problème de freelance aujourd'hui. Et attention, j'assume, hein, on en est en partie responsable. Beaucoup trop de personnes aujourd'hui sur le marché, dans le marché du no-code, et je pense que Bubble ne fait pas exception à beaucoup d'autres technos, hein, comme le code ou autre. Il y a beaucoup de freelance qui n'ont pas le niveau en réalité pour être freelance officiellement. Il y a il y en beaucoup a, de gens, il y en et a énormément. et le pire, c'est que les formations, il y a un jeu de concurrence aussi qui se fait. Actuellement, je vois des formations qui sont en 10 jours sur Bubble pour un niveau développeur, où moi, je prône un niveau développeur en 3 mois. Et même en 3 mois, il faut se le dire, tu as une expertise, enfin, une expertise assez élevée pour commencer vraiment à te débrouiller par toi-même, mais tu n'as pas Mhm. une expérience qui justifie que tu sois freelance à temps plein sans te faire aider ou sans avoir de personnes qui puissent te faire un backup technique. Et aujourd'hui, il y a des personnes, 10 jours de Bubble, te disent, je prends mes premiers projets. C'est normal que ce soit catastrophique parce qu'elles font n'importe quoi au niveau des clients, déjà. Et le client, qu'est-ce qu'il a comme écho? Il te dit, Bubble, c'est limité. Moi, j'ai vu beaucoup de projets que je reprends derrière où c'est pas le freelance. C'est pas Bubble qui était limité, c'était le freelance qui était limité. Enfin, désolé de le dire de manière crue, mais le freelance, il faisait n'importe quoi. Et il Non, dit au mais client, ouais, c'est pas moi, c'est Bubble. Ah ouais, non, c'est non, mais important de c'est pas dire ça toi. aussi, hein. Mais c'est C'est vrai. Bien sûr. important Aujourd'hui, de le dire, et notamment de la part de quelqu'un qui vend des formations. C'est bien d'être transparent là-dessus. Moi, j'ajouterais juste un petit truc aussi, auquel je pense qu'on est tous assez sensibles, c'est le côté, je trouve qu'il y a beaucoup trop de no-codeurs et de no-codeuses qui se forment pas assez aussi sur la question de la méthodologie, parce que la technique, c'est une chose, c'est bon, c'est pas mal la question de cette discussion, mais il y a aussi un aspect, il y a des freelances qui sont pas assez bons juste parce qu'ils comprennent pas bien le besoin du client, ils savent pas cadrer les projets, enfin, ils ont pas tout ce truc-là qui est plus un peu, bon, le côté un peu produit, mais voilà, ça c'est un peu une petite aparté. Mais ouais, sur la partie technique, je trouve ça assez intéressant. Il y a plein de discussions, mais juste il y a un truc qui m'intéresse quand même de creuser un peu, c'est le côté aussi des développeurs qui se mettent au no-code, qui utilisent les outils no-code. Ouais. Est-ce que vous, de ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que c'est plus facile pour des développeurs ou pas? Parce que c'est un truc que alors vous n'avez pas forcément dit, hein, qui n'était pas vraiment dans le fil Twitter, mais qu'on entend des fois et que j'aimerais un peu démystifier, c'est ce côté, oui, les développeurs, ça fait toujours des bons no-codeurs, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être JB en premier.
Alors moi, attention dans le contexte de Bubble, hein, je précise vraiment, c'est important. Bubble est un outil particulier, tu l'as dit Alex. Je pense que c'est un outil qui a réinventé une logique à soi et c'est d'un côté ce qui fait qu'on reste chez lui, mais de l'autre côté ce qui fait que quand tu viens du code, tu es perdu. Et il y a certaines personnes qui partent finalement de plus grandes difficultés en démarrant parce qu'ils ont fait du code et parce qu'ils ont des logiques spécifiques. Je précise aussi, attention, je parle pas de développeurs chevronnés. Parfois, enfin souvent, attention, ceux qui galèrent le plus, c'est pas des développeurs chevronnés. Et c'est là, on va arriver aussi sur un sujet un petit peu polémique. C'est le développeur d'écoles qui ont fait de la formation rapide et que ce sont des développeurs qui ne sont pas développeurs en tant que tels sur le marché. C'est des personnes qui Développeur finalement sont junior. voilà, développeur. Même si pour moi, le mot junior est peut-être un peu galvaudé parce que le mot junior n'est que on a fait une formation courte et c'est tout. Est-ce que c'est vraiment ça, être développeur junior? Je suis pas sûr. Mais aujourd'hui, c'est des personnes qui ont une logique finalement et qui se sont marbrées là-dedans, qui n'ont pas eu de réflexion autour de ça et que du coup cherchent à reproduire ce qu'ils ont vu en code dans un outil sans comprendre l'outil. Et ce qui fait qu'ils s'en sortent pas, alors que en code, je dis pas qu'ils s'en sortent, qu'ils sont brillants, mais ils ont une logique qui leur a mis 2 ans à arriver. Mais le problème, c'est que derrière, quand ils arrivent sur Bubble, ouais, ils remontent de loin parce que les mecs, ils essayent de faire quelque chose, ils s'énervent et plutôt que de se dire, OK, on enlève le formatage, on laisse faire la formation et l'outil, ils sont butés et ils veulent absolument reproduire des choses et ils te disent d'ailleurs, ouais, je comprends pas, une fonctionnalité, ça prend 2 lignes de code sur Bubble, je comprends pas, ça marche pas, je m'énerve dessus, j'arrête. D'accord. Donc, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est le formatage que tu as dans le côté code, en fait. Ouais. Bah après toi, c'est ta vision par rapport à Bubble et Bien sûr. j'ai pas de souci. Par contre, si on parle d'un autre outil qui est Flutterflow, je peux t'assurer que les développeurs sont toujours meilleurs qu'un simple no-codeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, utiliser Flutterflow, ça demande de vraiment comprendre la structure et tu pars vraiment avec un mindset de développeur. Tu vois, en termes de structure d'application mobile, tu pars avec ce mindset-là. Donc, c'est pour ça, en fait, que bon, déjà, quand tu es un développeur, tu vas utiliser Flutterflow, la courbe d'apprentissage, elle sera toujours largement meilleure qu'une personne qui est no-codeur, qui arrive et qui va devoir tout réapprendre. Parce qu'il va devoir apprendre énormément de notions de développement. Tu vois. Donc, pour moi, si on parle de Flutterflow, les codeurs sont toujours meilleurs que les no-codeurs. Mais je pense Et que c'est pareil de WeWeb, sur hein. un outil comme Adalo, par exemple, que tu as vu, parce que justement, si on sort un peu, si on part sur des outils un peu plus accessibles, toi, je sais pas, de toute façon, vous formez tous les deux à Adalo d'ailleurs, mais est-ce que là-dessus, par exemple, si on prend un autre exemple, est-ce que vous avez observé que les développeurs utilisaient plus ou moins bien, ou que ça changeait rien? Là, c'est différent, tu vois. Adalo, par exemple, je trouve que les développeurs sont pas forcément meilleurs que les no-codeurs. Pour une plateforme comme ça, au final, bah, ils ont tu vois, moyen de faire des applications. Et au final, quand tu arrives sur Adalo, que tu sois codeur ou no codeur, t'apprends très rapidement. Et au final, c'est la même chose pour tout le monde. T'as pas besoin d'apprendre des notions de développeur. En tout cas, pas énormément de notions. C'est très simple à prendre en main. Je pense que tu as aussi peut-être l'idée de l'outil en question et comment il a été fait. Tu vois, aujourd'hui, Adalo comme Bubble sont partis du principe que leur utilisateur n'avait aucune connaissance en code. Pour moi, WeWeb comme Flutterflow, c'est alors Flutterflow encore plus parce que Flutter à la base c'était vraiment du pur code et ils ont fait un outil où vraiment c'était d'ailleurs leur headline au début, hein, c'était permettre à des développeurs d'aller plus vite dans la construction et finalement par extension c'est devenu quelque chose de no code low code. D'ailleurs, c'est devenu aussi un terme un peu trendy, le low-code, le no-code, pour attirer des gens et un petit peu mixer un peu le truc avec du marketing. Je pense que WeWeb, c'était un peu la même chose. Je voyais les premiers tutos de leur team et tu sens qu'il y a un background de code parce que les termes sont plus difficiles quand tu viens pas de là. Et j'ai Ouais, l'impression que la cible en elle-même, c'est plutôt des développeurs qui veulent aller plus vite, tu vois. ouais, c'est vrai que ça Bah, dépend de la cible aussi, pour ouais, les no-code. c'est. Ouais, ça Mais je dépend pense que vraiment. c'est important, si je résume un peu ce que vous dites, parce que je trouve que c'est important de le dire aussi à une audience où il y a, j'imagine, quand même pas mal de no-codeurs. Il y a aussi des devs, là, je vois dans le chat, on va en Ouais. parler après. Mais c'est important de dire, parce qu'il y a aussi des fois une inhibition, je trouve, dans la communauté no-code, de gens, un peu un espèce de sentiment d'infériorité par rapport aux devs et tout. Et je trouve que des fois, c'est dommage, parce que sur certains outils, ça fait pas de différence, comme vous le dites, sur les outils plus ou moins accessibles, etc. Par contre, effectivement, toute cette catégorie d'outils que, bon, je sais pas forcément comment nommer, Flutter, WeWeb, Xano, etc., ces outils un peu, et même tous ceux un peu open source, AppSmith, BuddyBase, etc. Bon, là, je pense qu'on sera d'accord que, comme vous dites déjà, ils s'adressent peut-être d'abord en réalité à des développeurs pour leur permettre d'accélérer le développement, quoi. Et ça, en fait, c'est un mouvement qui existe depuis un moment, hein,
R&D, etc., de vraiment essayer d'aider les devs à développer plus vite. Mais en faisant ça, il se situe un peu au milieu et donc il donne aussi la chance à des no-codeurs et des no-codeuses peut-être d'accéder aussi à ces outils en se formant un minimum sur certains concepts techniques. Moi, j'aimerais avoir votre avis sur un truc. Il y a un truc, c'est le code. Je trouve, là, on parle beaucoup du code, donc vraiment écrire du code dans un langage, etc. Et moi, je trouve qu'il y a un truc aussi qui manque un peu aux no-codeurs et aux no-codeuses, c'est les concepts, en fait, techniques. Par exemple, le JSON, en réalité, c'est pas du code, c'est un concept, quoi. C'est un langage de présentation, quoi. Enfin, de structuration de données. C'est pas un langage vraiment de programmation, quoi. Les API, les bases de données relationnelles, Il vient de back-end, péter le front-end. peu de trucs que j'avais en code, quoi. Non, mais c'est pas pour. C'est juste pour. Non, mais après, moi, je suis un peu dev, donc aussi, des fois, j'ai un peu une espèce de rigueur un peu exagérée, mais voilà, ce genre de choses. Et je sais pas, qu'est-ce que vous diriez, vous, votre ressenti un peu sur qu'est-ce que les no-codeurs, justement, doivent apprendre pour essayer de monter un peu en niveau. Je sais pas, l'un comme l'autre, vous allez avoir une vision, justement, un peu. Vas-y, JB, commence. Je pense que Bah, c'est les bases, hein. La structure d'une application. Déjà, rien que ça, la structure d'une application, comment est-ce qu'on la construit? Pour moi, déjà, c'est la base. Que tu sois codeur ou no codeur, c'est extrêmement important de savoir ce qui est une base de données, comment utiliser une API. La notion d'API, c'est présent absolument dans quasiment voilà, tous les outils no code. La notion de JSON, la notion de quand tu utilises une API, tu utilises parfois du curl. Toutes ces notions, il faut les connaître. Et quand tu es développeur, en général, tu arrives, tu connais déjà tout ça. Quand tu es codeur et que tu arrives sur du Bubble, par exemple, t'as pas besoin de réapprendre tout ça. C'est pour ça que la courbe d'apprentissage, comme je le dis, elle est largement meilleure pour un développeur. Et donc, oui, Alors, sur des je termes. rebondis sur ce que tu dis, mais c'est vrai que j'ajouterais que les développeurs qui ont une certaine expérience. Parce que tu vois, par exemple, tu cites curl, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas parler, par exemple. Il y a plein, moi je me souviens que je travaillais à Simplon, il y a plein de gens qui sortaient de nos formations, ils ne savaient pas ce que c'était. Et je trouvais ça hyper grave. Moi, je ne travaille pas dans la formation en tant que telle. Et c'est vrai que les bootcamps, tous ces bootcamps qui ont formé des devs à la chaîne, il faut aussi vraiment. Enfin bon, c'est un autre débat. c'est On on fait une autre conférence, tient à si tu veux, cœur, mais parce que ouais, non, mais bon, mais voilà, mais c'est en tout cas tout ça pour dire que pour les no-codeurs et no-codeuses, il y a la possibilité de rattraper ça. C'est ça que je veux dire. Il ne faut pas se dire que les bootcamps de dev, et on a des gens là qui sont là, qui nous regardent, qui suivent des bootcamps de dev, et peuvent éventuellement témoigner de ce qu'ils apprennent par rapport à ce qu'ils ont appris aussi dans le no-code, quoi. je pense aussi qu'il y a un truc que je trouve hyper intéressant, c'est que sur Bubble, c'est très progressif. C'est-à-dire que je vois, enfin, alors, et je sais pas s'ils ont fait exprès, je me pose toujours la question, c'est vu que tu es dans une logique très particulière qui est pas, en fait, c'est avec une abstraction autour du code, mais qui n'est pas vraiment, parce que finalement, quand tu regardes et quand tu deviens codeur, enfin, quand tu es codeur à la base, tu t'y retrouves pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est tellement progressif que tu le sens pas venir. Et une fois que tu touches un truc, tu vas aller chercher les termes. Alors que l'API connector, je veux dire, si tu n'en as pas besoin, tu vas pas y penser à aller chercher, tu vas commencer par les plugins et ensuite tu vas évoluer. Et je trouve ça plaisant parce qu'effectivement, tu te trouves pas confronté à un truc du genre, ah punaise, il faut que je regarde sur l'écriture de tel truc, il faut que je vérifie la définition pour comprendre la logique. Et c'est ça que j'aime sur Bubble, et c'est vrai que ça t'enferme dans quelque chose, moi qui est très plaisant, hein. Moi je trouve que j'adore ça, mais c'est vrai que quand tu commences le fait de n'avoir qu'une toute petite lorgnette et que c'est très progressif, pour certaines personnes, c'est pour ça que je te dis l'effet limitant, il vient très très vite sur Bubble parce que tu peux pas savoir ce que tu ignores et il y a des trucs où tu t'attends à les avoir dans l'interface. Alors autant te dire que si tu avais tout dans l'interface, déjà que il y a beaucoup de choses et que c'est pas très joli, on va pas se mentir, ça devient très vite très compliqué. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que tu peux aller piocher au fur et à mesure sur certains termes, tu vois. Et je pense que, je l'ai vu dans le chat tout à l'heure, API CRUD JSON, tu vois, le CRUD, c'est tout bête. Alors nous, je pense même que, même en formation, on ne dit pas le bon terme parce que les élèves, tu sais, ils nomment la page CRUD, c'est vraiment pour le truc de l'enregistrement, alors que c'est pas exactement ça. Mais ce qui est bien, c'est que pour la première fois, ils comprennent ce que c'est la permanence de la donnée et un premier sujet de base de données, sachant que ces personnes-là, quand tu leur parles de base de données la première fois, t'en as 3 qui tombent, t'en as 2 qui font un malaise, t'en as un qui panique, t'en as un qui veut arrêter. Parce que les termes techniques, ce sont des personnes qui sortent souvent d'un apprentissage qui est très normé. Là, on leur demande de réfléchir par eux-mêmes, d'arriver à trouver des solutions. Enfin, je veux dire, le no-code, pour moi, c'est que de la réponse à des problèmes via la technique et donc de la résolution de problèmes via le numérique. Ce sont des personnes qui paniquent quand tu leur demandes de réfléchir parfois à des choses qu'elles n'ont pas fait depuis l'école ou qu'elles n'ont jamais eu à faire dans leur métier actuel. Donc forcément que plus tu donnes des termes, plus tu donnes des logiques, plus tu donnes des concepts. Mais je vois ce que tu veux dire, Alex, dans le sujet des concepts. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, tu apprends les concepts après les avoir pratiqués parce que tu fais l'essai-erreur. Et ce que je trouve intéressant dans le no-code, pour le coup, c'est que ça marche ou ça marche pas. Tu sais, c'est pas un peu le marketing où
On sait jamais si ça marche ou ça marche pas, tu sais. Là, c'est vrai que ça fonctionne, c'est 1, ça fonctionne pas, c'est 0. Et cette logique-là, je trouve qu'elle te permet de progresser vachement vite. Par contre, effectivement, au bout d'un moment, tu es obligé de te renseigner sur les concepts, sinon ça marche pas, quoi. Euh, Peut-être une autre piste un peu de réflexion, la collaboration avec des devs. Tu vois, JB, tu mentionnais, et je suis plutôt d'accord avec le fait que quand on est dans une position vraiment de prestation de service, qu'on veut pouvoir voilà, pas être trop limité dans les projets qu'on accepte, on va avoir besoin à un moment de code. Et là, je trouve qu'il y a deux options. Il y a soit un peu, bon, le sujet du jour, apprendre soi-même à coder, mais il peut y avoir aussi la possibilité juste de faire appel à des devs. À des devs, Est-ce ouais. que toi, tu as un peu pratiqué ça, observé ça? Enfin, Bien toi-même, sûr. tu devs, mais tu vois, est-ce que... Avec mon agence, j'ai justement des développeurs. Bon, ils font aussi du no-code puisqu'on travaille avec Flutterflow, mais c'est des développeurs. Et j'avais déjà travaillé avec des no-codeurs qui n'étaient du coup pas développeurs. Et en termes de rendu, au niveau de la structure, ça n'a absolument rien à voir. Parce qu'encore une fois, bon là, on parle de Flutterflow, on parle pas de Bubble, mais sur Flutterflow, c'est vraiment obligatoire de savoir vraiment quelle est vraiment la structure d'une application pour vraiment réussir à créer une application qui est fonctionnelle et qui n'est pas buggée ou qui n'est pas ralentie. Parce que cette notion de ralentissement, si elle est importante, c'est pas ce que donnent les applications web sur Bubble aujourd'hui. Mais parfois, tu peux très bien avoir des applications web qui sont buggées parce que les gens ne comprennent pas vraiment la structure d'une application web. Comment l'optimiser pour que ce soit assez rapide en termes de chargement, etc., etc. Donc ouais, aujourd'hui, bien sûr, je trouve encore une fois que sur Flutterflow, les développeurs font de meilleurs no-codeurs. Mmh. En... C'est peut-être Ouais. ça qui est intéressant, c'est est-ce qu'on doit donner une dominante générale ou finalement est-ce qu'on doit le préciser en fonction des outils? Tu vois, Non, c'est en ça fonction revient, des outils, vraiment, tu ouais. vois, ça revient un peu sur le sujet. Tu sais, alors ça, c'est un sujet, alors tu l'avais parlé sur X, et c'est hyper intéressant, c'est le mot développeur no-code. Tu sais, il y a des gens, genre tu dis développeur no-code, il y a le cerveau, il se fissure. Ah, Genre, mais il y a vraiment un sujet d'ego qui arrive sur le truc. Tu peux pas comparer, moi j'ai fait 2 ans de code, tu peux pas dire, parce que c'est souvent ça, hein, mais développeur moi, no-code, les mots vont pas ensemble, quoi. mais on m'a insulté pour ça, carrément. On m'a insulté parce que j'ai dit en gros que bah tu sais tu peux dire développeur no code. En fait développeur c'est pas toi le mot, tu vois, tu peux le partager, c'est un développeur no code, il fait du no code mais il développe des applications. Tu vois, et t'en as qui vraiment t'as des développeurs qui sont chevronnés et qui se disent non, bah non en fait, tu peux pas dire développeur. Le mot il est à nous. Bah non en fait. Et, On et peut tu dire vois, je me développeur. pose toujours la question, c'est est-ce que c'est un sujet finalement de technique ou c'est un sujet vraiment de pur ego? J'ai l'impression que ce sont des personnes qu'on a. Enfin, moi, ça me fait penser parce que moi, dans l'école d'ingé où j'étais, il y avait une part les mecs qui faisaient du marketing et l'autre part les mecs qui faisaient du code. Tu vois, et il y avait vraiment cette session en mode, nous avait appris comment gérer des développeurs. Bah, les développeurs, ils sont en mode Dieu, c'est-à-dire qu'ils pensent que vraiment tout leur est acquis parce qu'ils peuvent faire. Attention, je paraphrase mon professeur, mais c'est vrai que je l'ai senti surtout quand j'étais chef de projet à l'époque, c'est-à-dire que le développeur, c'est lui qui a la main technique, qui peut faire ce qu'il veut, et sans développeur, toi, tu peux rien faire. Et il y a un petit peu ce sujet-là aussi qui est dans le même cadre, c'est-à-dire que du moment qu'on marche un peu sur les plates-bandes de la partie on peut créer des choses et qu'il y a des mecs en face qui, eux, sont tapés des grandes écoles ou potentiellement des grosses formations. Alors très souvent d'ailleurs, c'est marrant, c'est pas les gens qui sont les plus chevronnés, hein, qui nous insultent, c'est plutôt les gens qui sont en parcours de formation et qui sont tout jeunes dans la formation et qui Qui viennent de viennent sortir. juste de démarrer, ouais. Voilà, c'est ça. Et il y a un truc d'ego, genre en mode, tu peux pas dire développeur parce que développeur, c'est du code. Et j'ai l'impression que c'est Mhm. pas un sujet technique, c'est juste un sujet de statut social. Mais C'est c'est ça. développeur. Franchement, moi je suis développeur de base. Et comme je dis, tu vois, j'ai commencé à parler de no code parce que forcément, tu as des personnes qui ont cette frustration de pas pouvoir lancer des applications, tu vois. Et c'est à ce moment-là, donc c'était en 2021 que j'avais commencé à faire des TikTok pour parler bah, de no code. Vous imaginez pas le nombre de développeurs qui m'ont insulté en me disant, ouais, t'es mort, vraiment t'es mort. Genre, c'est un truc de fou de dire que t'es mort. Donc, dans la tête de ces gens-là, qui sont donc, certains développeurs, hein, je mets pas tous les développeurs dans le même panier. Pour eux, si t'es un meurtrier et si tu fais du no-code, c'est pareil, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Bah non, en fait, aujourd'hui, t'as du no-code. C'est simplement une solution qui te permet de créer des applications. Mais ça veut pas dire que les no-codeurs vont te voler ton métier. Parce qu'au final, oui, t'as certains développeurs, je pense, qui sont un peu, comment dire, ils ont un peu peur. Il y a une crainte, il y a Il y une a une crainte, crainte ouais. par rapport Et au c'est développement comme local. tout. C'est comme tout, c'est toujours c'est les développeurs souris, c'est les mecs qui sont planqués quelque part et qui finalement, c'est pas les meilleurs très souvent, c'est qu'ils ont peur justement d'être attaqués sur quelque chose où ils se sentent déjà fragiles. Enfin, je veux dire,
c'est bon, il y a plein de sujets connexes, mais moi, je voulais te poser la question. Du coup, tu as senti quand tu t'es mis au no-code, bon, alors peut-être sur les communautés, toi, de côté codeur, mais au niveau de tes projets, ça a strictement rien changé. Le fait que finalement, tu fasses un petit peu, tu prennes un peu du no-code par rapport à ton activité professionnelle. Au contraire, moi, au contraire, en tant que, parce que d'abord j'étais freelance, bon, aujourd'hui j'ai mon agence, mais en termes de productivité, c'est incroyable. On est Ouais. extrêmement, lorsqu'on fait, en fait, on est vraiment au milieu, on fait du low code. Tu vois, mais le fait de passer par des outils comme Flutterflow, le développement est extrêmement rapide, en fait. Tu vois, tous les blocs de code déjà existants, ben, on peut déjà les utiliser. Et si on a besoin de rajouter une feature en plus, boum, on rajoute une partie de code. Mais on n'est pas obligé de tout coder de A à Z. Et ça, en termes de productivité, c'est exceptionnel. On peut prendre un autre exemple, hein. Bon, depuis tout à l'heure, on parle de Bubble et de Flutterflow. Mais il y a un autre outil qui est exceptionnel pour moi, c'est Shopify. Aujourd'hui, tu as Shopify qui ont standardisé la création de sites e-commerce. Et t'as pas besoin de développeurs aujourd'hui pour créer un site e-commerce. Bon, après, t'en as qui vont dire, oui, mais t'es limité en no-code, là, là, là. Bon, Gymshark, ils utilisent Shopify. C'est un outil no-code. Une marque comme Gymshark qui font des millions et des millions et qui ont énormément de clients utilisent un outil comme Shopify. Tu peux pas vraiment parler de limite aujourd'hui quand tu parles d'outil no-code. Parce qu'au final, ce qui est en arrière-plan, c'est du code. Oui. Donc, il n'y a pas logique de dire que tu es limité, tu vois, de scaling. Puis c'est pareil, Shopify, ils ont toute un truc de mécanisme d'extension que tu peux coder. Il y a tout leur partie front-end, tu Les peux la templates, ouais. personnaliser avec du code si tu veux, enfin avec leur truc de Liquid, je sais plus comment ça s'appelle, là, leur langage de C'est templating, Liquid, c'est ça. mais ouais, Shopify, c'est devenu complètement incontournable. Ils ont plié le game du e-commerce, c'est incroyable, quoi, en 10 ans. Mais C'est- tu vois, pour moi, c'est un effet que je trouve hyper intéressant, que j'essaie de dessiner, genre de théoriser. C'est un peu l'exemple de WordPress et tu vois, de dire oui, les développeurs, enfin les no-codeurs vont remplacer les développeurs. En fait, ce que je dis, c'est que c'est comme WordPress, ça n'a pas diminué le nombre de développeurs, ça a augmenté le nombre de créateurs et donc augmenté les besoins de ces personnes par rapport à des choses plus importantes potentiellement. Pour moi, aujourd'hui, ce qui a fait le web, c'est pas les développeurs, pardon d'en envoyer un pic, mais pour moi, c'est tous les petits créateurs qui ont pu faire des blogs, qui ont pu faire des sites, qui ont pu faire potentiellement du développement WordPress, parce qu'il y a eu des développeurs WordPress, finalement, c'était un peu le même débat avant l'heure, pour justement faire des sites. Et je pense que les outils no-code vont faire un peu la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont pas du tout minimiser l'applicatif, ils vont au contraire le rendre tellement accessible qu'il y aura encore plus d'applications, encore plus de besoins en développement et encore plus potentiellement de besoins en code par rapport à ces développements parce que faut comprendre aussi une chose et c'est ça que je trouve hyper cool, c'est que pour moi le no-code donne le choix. C'est-à-dire que si tu fais un produit en no-code, ça te coûte rien parce que tu sais le faire ou tu as appris à le faire, mais derrière potentiellement si l'outil grossit, tu as le choix de passer en code, tu fais ce que tu veux. Tu as le choix de redévelopper en code avec quelque chose qui fonctionne déjà. Et potentiellement, pour développer en code, là, tu auras besoin de vrais développeurs. Je pense que c'est plus agréable de développer un projet qui a une chance d'exister plutôt que de cramer de la thune dans une agence pour que le projet meure à la fin parce que le truc coûtait trop cher et n'a pas trouvé son public. Et actuellement, où la startup mission est complètement cassée, je veux dire, aujourd'hui, il n'y a plus de banques qui prêtent de l'argent ni quoi que ce soit. Pour moi, le no-code, potentiellement l'IA, reste des voies qui permettent de faire de la création d'entreprises et de SaaS quasiment à zéro, quoi. Ouais, après, bon, je suis borné par rapport à ça, mais encore une fois, j'ai pas l'impression qu'avec Bubble, tu peux créer absolument tous les sens que tu veux. Et c'est pour ça que je vois tellement de Gingy hackers qui part justement sur du développement pur et dur. Après, on peut partir sur un autre débat aussi, tu vois, le fait d'avoir des outils qui te permettent soit d'exporter ton code ou pas. Et par exemple, aujourd'hui, tu vois, en termes de valorisation, si tu crées ton SaaS, la valorisation sera toujours supérieure si tu la revends, hein, elle sera toujours supérieure si elle est codée que si elle est non codée. Tu vois, et ça, c'est aussi tu vois, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Tu vois, les gens ne vont pas forcément du code que parce qu'ils sont frustrés, mais c'est aussi pour ces raisons-là. Bah, je Donc, suis moins d'accord. Closify, 2 millions d'exits. VoicePen, c'est 15 millions d'ARR. C'est 15 000 euros par mois. Enfin, 15 000 dollars par mois. Quel autre truc de bot là? C'est 3 millions et c'est fait en bubble. En fait, il y a vraiment beaucoup de sujets où c'est pas vrai. Aujourd'hui, si tu me parles effectivement de 5% des projets qui peuvent pas être faits en SaaS parce qu'ils peuvent pas être faits en no-code, et encore, je pense que pour le coup, j'aurais du mal à savoir qu'est-ce qui peut pas être fait, à part sur les trucs qui seraient beaucoup plus proches d'un SaaS, d'un gros SaaS plutôt que d'un micro SaaS. Pour moi, ça va pas. Enfin, je pense que honnêtement, je peux même te le démontrer que tu peux faire quasiment tous les SaaS du marché que tu veux en bubble.
littéralement. Ouais, mais Thibaut, si t'es, bon, voilà, imagine que tu te positionnes en tant qu'acheteur d'un SaaS. T'es d'accord avec moi, bon, malgré les exemples pendant que tu m'as donné, t'es bien d'accord avec moi que si t'es un acheteur d'un SaaS, forcément, tu préféreras que le SaaS soit codé plutôt que no codé. Parce que forcément, déjà, tu es propriétaire du code. Tu es propriétaire du code, alors qu'avec Bubble, tu n'es pas propriétaire. Mais Et ça, c'est aussi, ça dépend ce que tu veux en faire derrière. Si tu as la capacité de développer derrière, pourquoi pas? Mais si tu achètes un outil en code et que tu as aucune capacité derrière pour développer, c'est le voilà. même problème. Aujourd'hui, tu achètes une base client, du marketing, une communauté potentiellement, tu achètes pas que le produit. Donc pour moi, Évidemment. en fait, aujourd'hui, on est J'achète de sur des moins en moins le sphères produit d'ailleurs. et ouais, tu achètes de moins en moins la tech Enfin, derrière. En réalité, la technique, tu ouais, vois, sur un micro SaaS. Closify, c'est un très bon exemple. Closify, tu vois, le mec a été racheté 2 millions. Les mecs, ils sont restés en bubble. J'ai plein d'outils comme ça qui font ce move-là, qui sont rachetés. Après, il faut se dire aussi que t'es pas sur un marché. Il faut comprendre quand on met, entre guillemets, du marché. Moi, je parle d'un marché américain. Peut-être qu'en France, c'est encore autre chose. Mais le marché américain aujourd'hui, c'était un peu comme les levées de fonds. Tu sais, à un moment, il y a des mecs qui disent, oui, on peut pas lever de fonds en no-code. Genre, aujourd'hui, enfin, peut-être qu'en France, c'était ça il y a 5 ans. Ça a Aujourd'hui, c'est changé, plus ouais. du tout le Ça a cas. changé, hein. Ça évolue et je pense que ça évoluera pareil aussi pour les microsas. C'est vrai que moi, de ce que je vois un peu sur X, etc., il y a quand même un peu ce truc de valorisation apparemment que les gens remontent, que pour l'instant, et je pense que ça va changer parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, hein, t'achètes pas forcément que la tech, etc. Ouais. Pour l'instant, Donc aujourd'hui, ça, c'est- c'est une vérité parce qu'au final, derrière, tu te retrouves avec une dette technique où tu te dis, en fait, bah, potentiellement, il va falloir que je recrée toute la plateforme. Forcément, ça, c'est Après, quelque chose que tu prends en compte quand tu rachètes une. c'est un Et en truc qui est un code. peu irrationnel, qui est vrai dans la tête de la plupart des gens, ce que tu viens de dire, et je pense que c'est à cause de ça qu'il y a des trucs de valorisation. Mais le code, si tu achètes une base de code qui est dégueulasse, Qui a ou qui est dans un chier, c'est langage pareil. Non, exhaustique, et qui est non, dans un c'est- framework inconnu, en fait, c'est pareil. Mais dans la tête des gens, ça fait une différence, c'est vrai. Et, Il y a ce et, et, truc, le vendor locking, comme on dit. T'achètes un produit qui est lié à Bubble, c'est pas pareil que si t'achètes du code qui était non, voilà, que à toi. Mais tu bon. rachètes bien du Shopify. C'est pareil, tu rachètes bien, il y a des e-com que tu rachètes bien ouais. la techno derrière. C'est standardisé, c'est pas pareil. Oui, Shopify, mais, les fonctionnalités en termes d'application e-commerce, tu vois, Plus focus, quoi. ouais, Sur oui, un mais voilà. truc. si demain, alors pour l'instant, attention, c'est les standards du marché, mais si demain, tu as de la revente de micro-SaaS en Bubble, je vais créer la marketplace de rachat de micro-SaaS en Bubble, je pense. Mais de toute façon, c'est sûr que si tu rachètes, tu as forcément des mecs pour reprendre la techno derrière. C'est inconcevable que tu rachètes un produit que tu peux pas reprendre. Bah, Et si c'est du code, les entreprises qui rachètent, elles ont des codeurs pour faire ça, tu vois. Oui, c'est ça pareil, évidemment. c'est un truc qui a été mal fait avec Bubble et aussi dur à reprendre qu'un truc qui a été mal fait en code, quoi. Ah ouais, c'est pareil. Je vous propose qu'on continue juste parce que c'est intéressant, hein, les microsas et tout, mais il y a encore deux, trois sujets que je voulais aborder. Pour les gens qui nous regardent, il y a eu plein de commentaires super intéressants. N'hésitez pas à poser des questions. On va les prendre un peu maintenant. J'ai un dernier sujet que je voulais aborder et après on va répondre un petit peu aux questions. Il y a des questions très intéressantes comme est-ce que WordPress c'est mort, etc. J'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus. Mais moi, ma question va peut-être se tourner un peu vers le futur, enfin vers le présent et le futur, parce qu'on n'a pas encore parlé. Je suis très étonné d'ailleurs qu'après 54 minutes, il n'y a aucun de vous qui ait prononcé le mot IA. Ah. Et donc, il faut qu'on parle de ça, évidemment. Je pense que pour moi, l'IA aussi change beaucoup de choses dans ce débat. Je vous le dis un peu, moi, ce que je pense comme ça pour commencer. J'ai pas mal changé d'avis sur le fait de générer du code, etc. Enfin, bon, les gens qui me suivent sur Twitter ont pu voir ça ces derniers temps. Je poste beaucoup de trucs sur Claude, etc., sur la génération de code. Et je trouve qu'il y a un vrai truc aussi qui peut aider pour les no-codeurs, je place toujours du point de vue un peu des no-codeurs et des no-codeuses, à accéder à cette possibilité de faire du code soit dans le contexte d'un outil no-code, d'un outil low-code comme Flutter, ou peut-être de rajouter du code dans Airtable, des choses comme ça. Donc il y a un truc. Est-ce que c'est accessible pour tout le monde de générer du code par IA? Je ne sais pas vraiment, je suis biaisé parce que moi je suis dev à la base. Voilà, c'est quoi un peu vos sentiments, tout ça? C'est quoi, qu'est-ce qu'amène l'IA là-dedans? Moi, je dirais juste un truc parce que c'est un gros débat que je pose aussi en interne. Je pense que je vais répondre avec une autre, enfin, avec une autre peut-être théorie, mais je pense que le futur des outils no-code, ce sera un outil qui part d'IA, qui va créer les blogs grâce à l'IA, peu importe, et qui reprendra le no-code pour être modifiable, mais qu'en fait, globalement, aujourd'hui, tout va passer par l'IA, en tout cas pour les no-codeurs. Je pense que la plupart des choses qui seront complétées passeront par de l'IA. Et du coup, effectivement, je suis d'accord avec toi, ça débloque tellement d'aspects. Après, la problématique, c'est juste de comprendre ce que tu fais, de pouvoir le gérer. Et ça, tu l'as dit tout à l'heure, ça passe par le côté concept. Et les parties concept, l'IA peut pas remplacer tout ça dans ta tête et ta logique, tu vois.
Aujourd'hui, c'est ça ma limite, c'est-à-dire pour trouver un terme, faut savoir le chercher. Si tu l'as pas, bah ça va être compliqué. Ouais. Je suis assez je suis du même avis dans le sens où j'avais fait une vidéo en 2022, si je me trompe pas, en disant que potentiellement, on va arriver à un moment où tu seras sur une plateforme et tu te diras donc à l'IA, bah écoute, crée-moi une plateforme du genre Airbnb et puis tu rajouteras tes détails. Et du coup, l'IA sera capable de te créer l'application avec la structure, etc. Et toi, derrière, bah, tu pourras faire tes modifications. Et au final, ça allait beaucoup plus vite que ce que je le pensais parce que l'IA, l'IA est déjà intégrée sur certains outils no-code comme Flutterflow et aussi sur Bubble, si je me trompe pas, ils ont commencé à rajouter de l'IA. Ouais, commencer, hein, tu peux. Vraiment commencé, ok. Mais sur Flutterflow, c'est Franchement, intégré. pas Ouais, faux. sur Flutterflow, c'est intégré. Tu peux lui dire, bah, écoute, crée-moi une page avec telle section et il te la crée. C'est vraiment incroyable. Et aujourd'hui, bah, si tu peux créer des pages avec l'IA, on arrivera à un moment où tu pourras créer des applications complètes. Après, bien entendu, ça demandera quand même de savoir ce qui se passe derrière et potentiellement bah, d'optimiser si besoin. Moi, c'est comme ça que je vois le futur. Ouais, il y a un truc qui est intéressant là en ce moment. Vraiment, j'écris beaucoup de prompts et j'ai beaucoup de discussions avec des IA pour générer du code. Et au début, c'est toujours bien. Et puis après, il commence à y avoir des problèmes. Et en fait, après, tu te rends compte. Genre, hier, j'ai passé 2 heures sur un projet. Bon, j'ai eu une idée comme ça à 22 heures et j'ai pas pu dormir avant de l'avoir terminé, quoi. Et en fait, il y a un moment, il y avait un bug dans le code. Et genre, j'ai 4 fois de suite. Je lui donnais la correction, il me disait ah excuse-moi et il me remettait une autre erreur et puis voilà et puis bon fini par et c'est vrai que là je me suis rendu compte d'un truc quand même, c'est que quand on tape un prompt et que ça génère un code et que ça marche, tout va bien, quoi. Quand on doit itérer, je trouve que c'est quand même vachement plus agréable d'utiliser sa souris pour déplacer des blocs et faire de la configuration, en mode vraiment programmation visuelle, comme on dirait, que d'écrire des prompts et réécrire et réécrire et réécrire, quoi. C'est un peu. On a remplacé le paradigme de taper du code, où on va peut-être, par celui de taper des prompts qui génèrent du code, mais finalement, c'est une forme de code quelque part. Ouais, mais c'est ce que je te disais, c'est que à mon avis, les outils no-code ont rajouté l'IA par-dessus. L'outil qui peut-être sera le futur de ça, c'est de partir de l'IA et ensuite utiliser des blocs pour modifier, améliorer. Je pense pas qu'on sera dans un monde où 100% des choses seront hors maîtrise. Tu as toujours un résultat qui est un petit peu, on va dire, enfin, on va dire randomisé, dans lequel tu n'as pas toute la maîtrise. Et surtout, il y a aussi un sujet, là tu l'as vu avec les IA, ça se passe toujours de la même façon, c'est que les sorties de modèles sont toujours plus fortes parce que le truc est boosté, ensuite il y a une habitude et ensuite ils baissent le curseur pour réduire les coûts. Et toutes les IA deviennent un peu plus cons au fur et à mesure. Et c'est vraiment une grosse problématique, c'est que l'usage nivelle le niveau en entier. Alors je me demande toujours si c'est un effet réel ou si c'est un effet provoqué. Tu sais, un peu de réduire le coût au fur et à mesure parce que ça pompe énormément d'énergie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Moi, je vois les trucs. Alors, en tout cas, sur Bubble, c'est très limité, donc je peux même pas en parler. Sur Flutterflow, peut-être que c'est autre chose, mais tu vois, c'est comme les systèmes de création d'interface. Il faut prompter pour créer ton interface. Je trouve que 5 résultats, enfin, on va dire, allez, 4 résultats sur 5, bah, malheureusement, ça a chier et tu peux pas le reprendre, à part corriger. Mais c'est ce que j'attends le plus, c'est-à-dire, t'enlèves le problème de la page blanche. Ouais, Et ce mais que je trouve actuellement le plus intéressant, tu vois. après, bah là, l'IA avance tellement vite aujourd'hui que je me dis Sûr. qu'aujourd'hui, bon, dans ce débat-là, peut-être que dans 3 mois, on va se dire, ah bah voilà, le problème, il est réglé. Tu vois, C'est vrai. C'est clair. en 2022, je me disais, bah, potentiellement, on pourra commencer à créer des pages en IA. Bah, après, c'est arrivé très rapidement juste après. Je crois que c'était 6 mois après, Flutterflow dans leur newsletter, bah, écoutez, maintenant, on peut créer des pages en IA. Donc, en fait, ça va tellement vite que je me dis qu'aujourd'hui, bon, voilà, on est sur ce débat-là. Mais potentiellement, on va forcément arriver à un moment où l'IA pourra créer une application complète de A à Z. Oui, mais Ouais. c'est la création, mais peut-être c'est la modification, tu vois, qui est importante parce que en fait, Hmm. c'est comme tout, la prompt, elle est compliquée à comprendre. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, la prompt remplace, enfin, le prompting de l'IA remplace la capacité à prompting et l'expertise pour prompter. Je veux dire, tu vois la différence quand tu rajoutes des variables et quand tu joues avec des variables parce que tu sais comment ça fonctionne, que quand tu promptes quelque chose qui est juste à l'écrit. Je vois des mecs, ils parlent comme si c'était dans leur tête, mais même dans leur tête, ils sont pas clairs. Comment tu veux que l'IA donne un résultat? Bah, Ils ont un truc évidemment. qui rend, ils disent l'IA marche pas, elle comprend pas ce que je veux dire. Oui, bon, Mm. d'accord, bon, à ce moment-là, mais il y a une vraie éducation là-dedans aussi. On en revient toujours à cette problématique de l'IA a amené un sujet de gain et les gens pensent que c'est pas un gain, ça doit être magique, ça doit répondre à ce que eux-mêmes n'arrivent pas à faire. C'est pas possible. Non, bah oui, c'est impossible, évidemment. Donc, j'ai du Euh, mal à imaginer aujourd'hui un truc qui fera tout le taf pour toi et à ta place, quoi.
Bah moi je pense que c'est pas vraiment une question de faire tout le taf pour toi parce que comme je l'ai dit derrière il faudra forcément que tu prennes la maîtrise sur Oui. ton pro. Mais ouais non non franchement je pense vraiment que encore une fois si aujourd'hui tu peux commencer à créer des pages même si elles sont à chier c'est vrai arriver à un moment où bah tu vois ils vont forcément améliorer l'algorithme pour qu'ils puissent te permettre de générer ces pages là. Après si derrière tu sais pas bon on va prendre l'exemple encore des développeurs si tu ne sais pas coder forcément, ce sera très compliqué d'optimiser pour avoir un résultat qui soit vraiment parfait. Après, si on part d'un outil no-code où tu peux commencer donc à créer une application de A à Z en IA et derrière commencer à modifier les blocs de code, je pense que c'est aussi un résultat qui peut être intéressant et je pense qu'on va vraiment arriver à ce niveau-là. Et c'est la question peut-être dans le fond, c'est est-ce que l'IA va remplacer le no-code, tu vois? Non, remplacer, non. C'est comme le débat, est-ce que le no-code va remplacer le code? Tu vois, au final, Mmh. c'est des termes qui se complètent. Tu vois, l'IA, en fait, c'est simplement une couche en plus, un truc que tu vas utiliser pour devenir encore meilleur. L'IA va simplement compléter le no-code. Tu vois, c'est que des choses qui se complètent. Le no-code complète le code et l'IA va compléter le no-code plus le code. Donc, au final, on va arriver à un moment où on va utiliser IA plus code plus no-code. Et on pourra Ah! justement créer des produits de A à Z de cette manière-là. Ouais, mais tu vois, c'est je me dis, est-ce que finalement ça devient pas une compétence qui va devenir très vite essentielle pour un no-codeur aussi? L'IA, Moi, je Ouais, pense, hein. ouais, je pense parce aussi, que ouais. elle peut compléter ce que tu sais pas faire en code, par exemple. Enfin, moi, je l'utilise beaucoup sur les apicals, tu vois, quand j'ai des doutes, sur le JSON quand j'ai des doutes, sur la structure du JSON aussi, parce que voilà. Après, c'est clair que ça ne t'empêche pas, il faut à un moment comprendre. Ça, c'est clair que tu peux pas devenir fainéant au point que c'est quelque chose où tu as un résultat, tu utilises ce résultat et tu comprends pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, je pense que c'est les débats qui commencent un peu à s'éteindre avec le temps parce que ça a prouvé le contraire. Mais tu vois, on disait, ah, ça y est, l'IA va remplacer le no-code, vous êtes morts les gars, un peu vous êtes testé d'éteindre le code, c'est mort. Enfin, voilà, quoi. Mais c'est vrai Je sujet pars dans la du tête des gens quand même, hein. je pars du principe qu'on remplacera jamais les développeurs, hein. Les développeurs, ils seront toujours nécessaires dans ce monde-là. Il y en a beaucoup qui seront pas d'accord avec ce que je dis, malgré le fait que je défende le no-code, tu vois. Mais les développeurs, ils sont essentiels. Ils sont essentiels. Bah, Tu vois, pour les outils. De toute façon, rien que pour les outils, on est d'accord. Rien que pour les Ou outils, nous ceux on se qui bat pas développent du les tout outils contre le no-code. co c'est un mauvais combat de se battre contre le cotard parce que je pense que la step d'après le no-code, pour moi, il y en a pas 36. Quand je dis la step d'après, attention, c'est peut-être revenir au débat du début, mais la step d'après le no-code, si tu veux continuer sur un nouveau truc, c'est le code. ouais. Bah, pour C'est moi, parce que c'est le tu pas d'autre mélange. choix, tu vois. Pour moi, c'est le mélange des trois, en fait, un peu comme tu disais, JB. Moi, pour moi, le mot développeur, en fait, ce qui devrait représenter, déjà dès aujourd'hui, en fait, c'est les compétences de comprendre les grands principes de code et pourquoi pas savoir écrire quelques lignes, savoir utiliser des outils no-code un peu puissants, un peu avancés, et savoir utiliser des IA pour compléter les trous, enfin, et se faciliter la vie, quoi. Et en fait, ça doit être ça le développement. Mais de la même manière qu'il y a plein de devs maintenant qui utilisent Copilot quand ils écrivent du code, donc ils utilisent de moins en moins. Et puis en plus, je pense qu'il y a aussi une notion peut-être sur laquelle vous pourrez rebondir, c'est aussi un peu la notion d'architecture. Je trouve que c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup. Alors peut-être Thibaut, ça te parlera moins parce qu'il y a le côté très monolithique de Bubble et tu fais tout, justement, tu te sens bien là-dedans. Aïe. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage, en général, pas pour Bubble, mais parce que peut y avoir le back en no-code, le front en code, ou le front généré par IA, ou le back en serverless, des lambda fonctions. Il y a plein de choses, enfin, c'est pas pour sortir plein de termes techniques, mais il y a plein de manières de faire les choses maintenant aussi qui peuvent être très faciles. Dans certains contextes, Airtable peut faire un très bon back-end, quoi. Enfin, très simple. Et puis le front, ça peut être juste quelque chose, une page générée par de l'IA, quoi. Après, il y a des notions de sécurité, de ne pas exposer les clés, bon, bref, il y a plein de choses qui rentrent là-dedans. Mais je trouve que ça, c'est un truc aussi qu'il faut voir, le côté un peu modulaire. Bon, on parle depuis longtemps chez Contournement, mais. Et là-dedans, encore une fois, rendre ce truc de. Il y a des endroits où il peut y avoir un peu de code, des endroits où il peut y avoir du code qui a été généré par une IA, peut-être il y a des endroits où il y a du code qui a été écrit par un vrai dev qui n'est pas la même personne que le no-codeur. Un peu ce truc de collaboration, je trouve qui est intéressant, quoi. Ben, là, ouais, c'est complètement ça. En fait, c'est surtout ce qui est très compliqué, c'est aujourd'hui, le nombre d'outils est exponentiel. Les techniques pour utiliser l'IA et les IA présentes sont exponentielles. Aujourd'hui, je trouve que arriver en 2024 et te lancer dans ce marché-là, sans guide, c'est très compliqué. Je trouve que, tu vois, le nombre de possibilités rend de plus en plus complexe le chemin à trouver. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, tu vois, mais c'est vrai que, tu sais, on a eu souvent ce débat, Alex, de dire, est-ce qu'on est dans un microcosme où ça commence à passer dans le grand public?
Et Mhm. tu vois, ce qui est difficile, c'est que le grand public, tu vois, dans le Slack, on le retrouve souvent, c'est des personnes qui posent des questions qui sont basiques, mais il y a tellement de solutions qu'aujourd'hui, je comprends beaucoup plus qu'avant la problématique de trouver des informations sur Internet au niveau de quel outil choisir. Et avec l'IA, ce sera pareil, quelle IA choisir. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça commence à arriver un petit peu sur le même phénomène que le code, c'est-à-dire quand tu veux te former à quelque chose en code, bah, il faut d'abord savoir qu'est-ce que tu veux choisir, les dépendances que ça prend, qu'est-ce que ça coûte en termes de temps, en termes de techno, et est-ce que je parie sur la bonne techno. Et en no-code, maintenant, ça Ça commence fait à devenir partie la du même métier. chose. Tu vois, quelque part, ça fait partie du métier. Et d'ailleurs, Marina dit, en fait, développeur, c'est ingénieur. C'est vrai que moi, j'ai un peu du mal à utiliser ce terme, comme j'ai fait mes études à la fac, je suis pas très ingénieur. Voilà, pareil. Mais c'est vrai, en fait, c'est ce côté un petit peu multicasquette. Il faut avoir agencer des bonnes technos au bon moment, quoi. Euh, J'avais oui, si une petite question comme ça, juste pour finir. N'hésitez pas dans le chat, hein, si vous avez d'autres questions. J'avoue, il y a eu tellement de commentaires, en fait, j'ai mis des trucs de côté, puis après la discussion est passée. Mais juste, c'est quoi un peu, tu t'évoquais un peu Thibaut, peut-être un peu justement le marché des outils. C'est vrai qu'il y en a plein des outils. Il y en a peut-être trop, si je peux oser dire ça. C'est quoi, vous, votre vision un peu? Est-ce qu'il restera que Bubble et Flutter dans quelques années, ou est-ce que... Hum, je veux bien répondre à cette question. Moi, je Vas-y. pense qu'on va, plus le temps va avancer, plus on va tomber sur des outils no-code qui sont standardisés, exactement comme Shopify. Bon, aujourd'hui, Shopify, c'est vraiment standardisé pour les applications e-commerce. Je pense qu'on va tomber sur des applications, enfin, sur des outils no-code, pardon, qui seront spécialisés sur, par exemple, bah, écoute, tu veux créer ton application de livraison, tu utilises cet outil no-code. Parce qu'encore une fois, l'un des problèmes du no-code, de certains outils, c'est qu'on est parfois limité. Mais pourquoi est-ce qu'on est limité? C'est parce que c'est pas standardisé. Il y a tellement de possibilités au niveau des outils no-code que tu peux pas intégrer dans l'outil no-code toutes les fonctionnalités. Tu vois? Et donc, tu pourrais très bien avoir justement des sous-niches, des outils no-code qui seront spécialisés pour plusieurs types d'applications et qui seront donc standardisés. Moi, c'est comme ça que je vois le futur, en tout cas, au niveau des outils no-code. Aujourd'hui, tu as des outils comme Flutterflow et Bubble qui ont pris absolument tout le marché. Mais pour chaque type de marché de ce genre, en fait, tu commences à avoir des sous-niches au fur et à mesure du temps. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Plus Moi, spécialisé, quoi. Exactement, plus Tu me disais spécialisé. dans le chat. ouais, je vais te dire, ça dépendra de la type de spécialisation, parce que si tu regardes aujourd'hui, quand tu parles des grosses techno, tu as du WordPress, tu as du Shopify, tu n'en as pas 15 derrière. Effectivement, tu en as des plus petits qui laissent Mais toujours le choix. Shopify et WordPress existent depuis 20 ans. Tu vois, les deux, ils ont commencé en 2003-2005. Donc il y a aussi ce temps-là, effectivement, que C'est, tous leurs concurrents ne sont pas morts, mais ont des parts de marché minimes, quoi. Il mais faut c'est ça, voir en dans fait. 20 ans, effectivement, on n'a pas le recul, Est-ce- mais mais du moment que tu as passé les 10 ans, est-ce que finalement, tu n'es pas sur une courbe qui change, c'est-à-dire que tu es dans une structure qui fait que tu t'installes plutôt que tu cherches à finalement développer. J'ai l'impression qu'ensuite, les utilisateurs arrivent parce qu'il y a un sujet de confiance. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, par rapport à des outils des outils qui ont peut-être 2 ans de retour et qui finalement sont beaucoup plus fragiles, alors que des outils qui sont beaucoup plus gros, qui ont peut-être levé beaucoup d'argent, hein, c'est aussi dépendant de la structure du marché. C'est vrai que ça change un peu la donne. Moi, j'aurais tendance à penser effectivement qu'il va y avoir quelques gros outils, littéralement. Après, faut pas croire, tu vois, je pensais que Webflow serait indétrônable. Il y a des personnes qui commencent à ériger Framer de manière assez intéressante. Il y a vu Web Studio. Donc, je pense que le mercato des outils, au côté site, c'est en train de bouger un petit peu. Côté applicatif, c'est en train de se stabiliser quand même. Il y a vraiment un petit peu ce truc-là de tier list, tu sais, que c'est intéressant. J'aurais tendance à me dire, le meilleur outil no code actuellement, je sais pas s'il est encore arrivé. C'est toujours une grosse question des évolutions aussi qui dépendent de ce qui va se passer dans les prochains temps. Je pense que l'IA, elle sera non négligeable et pour de vrai. Aujourd'hui, ce qu'a fait Bubble en IA, c'est pas de l'IA. Pour moi, c'est juste une aide au choix. Hein. Je pense que c'est pas du tout le truc qui est fait correctement, même si ça s'améliore. C'est pas encore fou. La version, on va dire, bêta mobile, elle va sortir bientôt. Donc là, on a hâte de voir ce que ça donne. Mais c'est clair que, à mon avis, il y aura plus, dans l'avenir, il y aura pas 36 000 outils. Je pense qu'on va se battre entre une cinquantaine d'outils et pas les 2000 outils qui sont actuellement là. Tu auras toujours, je pense aussi, un petit peu cet effet avec des micro-niches, tu sais, comme des sites web micro-niches qui restent. Tu as finalement une centaine d'outils qui font des sites, mais finalement qui sont des trucs avec un tout petit public et les équipes en interne, elles sont 5 et ça tourne quand même, tu vois. Je veux dire, si tu regardes bien, c'est bien aussi, ouais. t'as des Wix, t'as des gros trucs, hein. Wix, c'est énorme. Mais derrière, tu as des tout petits sites comme PageCloud, tu en as plein, tu as même du Doric, tu vois, aujourd'hui, je sais pas combien ils sont, mais c'est pas des outils qui restent majoritaires. Par contre, c'est des outils qui restent quand même stables dans leur avancée, dans leur évolution. Et la grande question, c'est est-ce que Adalo sera toujours présent? Parce que j'ai du mal à savoir s'ils seront toujours vivants quand même dans 2 ans. Ça Non, non, m'inquiète, hein.
Adalo, c'est très compliqué. Je pense qu'ils perdent beaucoup Ouais, c'est de, ils perdent beaucoup de compliqué. clics. Ça fait 4 À ans ouais, qu'on se dit ça. Ouais. Adalo, Ouais, ils ont fait des Prometteur et ouais, c'est la frustration d'Adalo. Franchement, dès qu'il y a quelque chose qui est trop frustrant, j'appelle ça Adalo, quoi. Ça a un terme, quoi. non Il y mais avait trop de Adalo, potentiel. la majorité de ceux qui sont sur Adalo, ils passent sur du Flutterflow. C'est vraiment la trend. Les gens qui sont sur du Adalo, ils passent sur du Flutterflow parce qu'ils viennent me voir, ils me disent, ah bah je suis limité sur Adalo, je peux pas faire ce que je veux. Bah oui, forcément, l'étape d'après, c'est d'aller sur du Flutterflow. Adalo, en plus, ils prennent pas forcément de très bonnes décisions par rapport à leur mise à jour, Bah, etc. ils écoutent pas leur communauté. Ouais, Ils c'est font pas dans leur tête. Ils sortent des fonctionnalités, personne les voulait, mais ils les sortent. ouais, OK, super, il y très avait des compliqué. choses à améliorer avant, mais Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais. C'est très compliqué, Adalo. Moi, je les vois euh, pas vraiment rester sur le marché. Après, à voir. après, il y a d'autres outils qui j- se mettent dessus, tu vois, Bubble avec le mobile, Glide, mais un Glide, c'est encore particulier. Ouais. donc là, ils ont un petit peu abandonné le mobile, puis encore plus le mobile natif. Ouais, mais Ouais. ouais, pardon. Moi, je Ouais. parlais effectivement pas le côté natif, je parlais le côté effectivement simple et accessible pour créer rapidement, tu vois, et aller jusqu'à Ouais. des straps. Tu vois, Ouais. Glide, je le trouve plus assez progressif pour vraiment pouvoir rivaliser avec des outils internes, métiers, etc. Alors que Adalo, le problème, c'est que c'est accessible, mais t'es très limité et c'est moins accessible que Glide dans le démarrage. Donc, tu dis, Hmm. putain, c'est deux inconvénients majeurs au début et à la fin, quoi. Donc, et très cher en plus. Adalo est hyper cher. Pas se mentir. Ah, ils ont Extrêmement. fait Ouais. pour ce qu'ils Ouais. font, Ils c'est vont très péter un cher. câble. Franchement, ils vont Ah péter un oui. câble. Ouais. Quelques petites questions un petit peu en vrac que j'ai mis de côté. Au-delà de la technique pure, qu'en est-il des compétences de gestion de projet des développeurs versus des no-codeurs? Une question de Thomas. Est-ce que ça vous parle un peu si on sort justement si les compétences un peu transverses? Est-ce que les no-codeurs ou les devs, qui est le mieux armé C'est une question d'expérience, c'est même pas une question de no-codeur ou codeur. Si tu as eu plus de clients par le passé que le codeur, tu seras forcément meilleur à la gestion de projet que lui. C'est pas vraiment une question de compétence ou autre. La gestion de projet, ça vient avec l'expérience. Moi, ce que je dirais, c'est que ce que j'ai observé en tout cas, c'est que si on prend les devs dont la carrière a été d'être dev, bah souvent, ce qui est intéressant dans le no-code, c'est qu'il y a des gens qui ont eu une vie avant et où des fois leur vie d'avant a été un peu de la gestion de projet ou du conseil ou des trucs comme ça. Et Ouais. donc quand ils rajoutent les compétences techniques par-dessus, c'est intéressant, quoi. Ça marche bien. Et ça, je trouve ça assez cool parce que c'est un peu différent. Donc forcément, c'est pas équivalent sur la technique, mais sur certaines compétences transverses, ça peut être intéressant. Ou sinon, c'est pareil, quoi. Mais enfin, je Après, sais pas, Thibaut, est-ce que tu as observé un truc différent mais... ouais, j'allais te dire, bah, en fait, j'allais partir du même constat que toi. Quelqu'un qui est chef de projet et qui a du no-code et qui maîtrise du no-code parle plus facilement au dev parce qu'il comprend un peu plus les logiques et ce que ça en coûte. Et je trouve qu'il est plus pertinent parce que on n'a plus le chef de projet ou en tout cas le gestionnaire de projet qui est totalement isolé de la tech, comme je vois certaines fois où le mec dev pas, le chef de projet finalement il est que le réceptacle de ça s'est bien passé, ça s'est mal passé. Avec du no-code, tu as mis un peu les mains dedans, donc tu comprends un peu mieux les implications et ce que ça peut coûter. Il y avait un point aussi qui était très intéressant que Olivier a soulevé à un moment, qui était, il disait, en tant qu'ancien codeur, je peux plus facilement donner des feedbacks d'erreurs à l'équipe de support d'un outil sous-entendu, j'imagine. Ça, c'est un des petits trucs. C'est vrai qu'effectivement, les gens qui ont un background technique assez solide, et j'ai déjà eu cette discussion d'ailleurs avec des gens chez WeWeb qui me disaient qu'ils aimaient bien ça parce que ça faisait des retours plus quali que des gens qui sont un peu, on va dire, no-codeurs purs, sans background technique et qui peuvent avoir cette tendance à faire des retours un peu en mode ah bah ça marche pas. Ça me pas. Pas de. Voilà. Quand C'est t'es pas, dev, y a- t'es là, clic droit, console, boum, tu regardes un petit peu ce qui se passe et forcément, tu peux forcément donner des retours qui sont beaucoup plus précis. Forcément, c'est beaucoup plus qualitatif. Ça, c'est Faire les fondamental. bonnes captures d'écran, essayer même sans savoir ce qui se passe, au moins donner toutes les infos que tu as à ta disposition. Il y a des petits réflexes, hein, ça je le partage au passage pour tout le monde, hein, mais c'est vrai que quand vous contactez un outil pour leur dire les problèmes, dites-leur le navigateur que vous avez, la version, éventuellement votre OS, même un maximum de choses, ça aide vachement les équipes support. Et même vous, ça vous gagne du temps pour avoir votre réponse, quoi. Essayez de vous démerder par vous-même aussi. C'est peut-être des fois changer de navigateur tout seul à rafraîchir la page, tu vois. C'est vrai, C'est aussi, bête, ouais, hein. ouais, ça d'ailleurs, Tu sais, c'est... l'erreur 20, c'est l'erreur à 20 centimètres de l'écran, c'était ce que je connaissais le plus, tu vois. C'est juste un mauvais usage. Les gens lisent pas, donc forcément que c'est compliqué et c'est sûr que Pierrick. C'est vrai, ça c'est un bon point, et ça je pense que c'est vraiment un état d'esprit que peut-être les no-codeurs et les no-codeuses doivent acquérir des devs. C'est ce côté aussi un peu bidouiller, tester, ne pas avoir peur tu vas pas casser ton ordi, quoi. Si tu changes, tu bidouilles des trucs pour essayer de trouver une solution, c'est bien aussi d'avoir ça. Et puis après, évidemment, on peut demander de l'aide et poser des questions, etc. Mais Ce qui est cool aussi par rapport au no-code, c'est que
Du coup, le no-code a la même logique que le code. C'est faire de la veille, chercher des solutions d'abord sur Internet et avoir de l'autonomie. Et ces valeurs-là que je trouvais dans le monde du code et la communauté. Alors peut-être que dans le monde du code, peut-être maintenant c'est moins présent, mais j'avais toujours admiré ça parce que dans le monde du code, tu as quelque chose de communautaire, tu as du Stack Overflow, etc., qui est absent des autres domaines, d'accord? Et je trouve que dans le no-code, on l'a retrouvé et je trouve ça hyper intéressant d'apprendre de ses pairs et d'avoir des réponses à chercher soi-même sur Internet sans attendre que quelqu'un te donne la connaissance par une formation à l'école ou quoi. Le fait de se débrouiller par soi-même, c'est génial. Et dans le no-code, je le retrouve et c'est ça que je trouve super. Alors moi, je mettrais un petit bémol là-dessus. Enfin, c'est un vrai sujet, hein. Et globalement, l'esprit de partage, on va dire, qui quand même souvent anime, on va dire, les devs, se retrouve bien dans la communauté no-code. Et un truc qui est intéressant, c'est que dans le dev, quand tu viens sur Stack Overflow, par exemple, si tu mets une question qui a déjà été posée, tu te fais incendier, quoi. Il y a plein... Ah merde, je connais moins ça. Ouais, il y a plein de choses comme ça. C'est en fait c'est un peu élitiste. Le monde des devs, je trouvais un peu élitiste, mais c'est très formateur quelque part. C'est-à-dire que du coup, peut-être tu fais la connerie une fois, puis la fois d'après, tu fais bien tes recherches avant de poser ta question. Exactement, Tu poses ouais, bien c'est ta vrai. question, etc. Totalement. Et dans la communauté No Code France, hein, notamment qu'on connaît, et on voit tout le temps les mêmes questions revenir. On voit des gens qui n'ont pas cherché, en fait. Et il y a toujours des gens sympas pour leur répondre. Et franchement, moi, je trouve ça hyper beau et je suis hyper content que ça se passe. Mais des fois, je me dis, on fait pas toujours un cadeau et on arrive ce fameux RTFM, Read the fucking manual. C'est vrai que c'est ça. Et je dis pas qu'on devrait instaurer ça dans No Code France, mais c'est vrai que des fois, je me dis, c'est dommage. En fait, il y a des gens, du coup, dès qu'ils ont une question, tout de suite, ils viennent sur le Slack, quoi, Bien au lieu de directement, chercher un ouais. peu. Mais Ça va arriver. c'est un comportement que j'ai observé aussi, ouais, chez les no-codeurs. Ils font pas autant de recherches que les développeurs. Franchement, c'est vrai que je reçois beaucoup de réponses qui sont redondantes. Par exemple, beaucoup de questions, par exemple, qui sont redondantes. On va me poser une question. En une recherche sur Google, je vais trouver la réponse. Ce qui prouve, en fait, que, forcément, il y a pas eu assez de recherche derrière. Et comme l'a dit Alex, en fait, quand t'es développeur, franchement, tu poses une question sur Stack Overflow, s'il y a déjà, donc, un ticket qui a été ouvert par rapport à ça, tu te fais incendier, on te dit, écoute, le ticket, il est là. Tu vois, donc, ouais, c'est vraiment différent, je trouve. Ouais. En Ou fait, alors, sinon, il y a un autre truc qu'a mis Marina que j'aime beaucoup. C'est l'acronyme Let me Google this for you. En fait, il y a un petit lien que tu peux mettre. Et quand les gens cliquent dessus, ça fait une petite animation. Ça les amène sur Google, ça tape le truc de recherche et ça les amène sur la page. En mode, c'est vrai que des fois, au lieu de poser la question, tu poses la question dans Google, tu as ta réponse, quoi. après, c'est aussi un truc, quand je forme des gens qui sont dans des métiers installés depuis 10 ans, 15 ans ou qui potentiellement des fois sortent de grandes études, les gens n'ont pas l'habitude et c'est vraiment une majorité. Et c'est bizarre parce que des fois, toi, tu penses que c'est vraiment évident. Beaucoup de gens n'ont pas l'habitude de chercher ce genre de choses sur Internet. Ils n'ont que peu d'autonomie parce que dans la plupart des métiers, tu vas pas chercher de la connaissance sur Internet. Si tu sais faire ton métier, il y a ce côté, tu sais, la connaissance, tu l'as eu à l'école. Tu n'as plus besoin de te mettre à jour. Mm. Dans l'informatique, c'est le seul milieu, ou peut-être, attention, je vais mettre des guillemets, mais je trouve que c'est le seul milieu où aujourd'hui, en fait, ta connaissance, elle a une durée limitée parce qu'elle doit évoluer. Et C'est ça, dans la terrible, ouais. plupart des métiers, c'est pas le cas. Je veux dire, tu fais de la plomberie ou tu fais d'autres métiers ou en médecine. Heureusement que tu te mets pas tout le temps à jour parce que sinon, tu t'en sortirais pas. Et c'est vrai que les gens venant d'autres métiers, parce que dans le no-code, on a souvent ce truc-là de reconversion. C'est normal que les gens ils cherchent pas parce que ils ont toujours l'habitude de demander à un professeur. Forcément que tu dois leur enlever un réflexe qui est de dire, parce qu'on est obligé de le faire en formation, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la réponse à votre question parce que quelqu'un ne répond pas, n'attendez pas que la personne réponde. N'envoyez pas un appel ou un SMS. Regardez sur Google. Mais tu es obligé de le dire. Mm. C'est pas évident. Et d'ailleurs, j'en profite parce qu'il y a Claire qui a mis un petit message qui en dit bonjour et qui travaille sur l'app. En fait, il y a une appli qui va venir pour No Code France. Et grâce à un travail qu'ils ont fait avec Pierre et tout, ils ont archivé tous les threads du Slack, etc. Enfin, c'est un travail titanesque et vraiment super admiratif. Et ça sera possible de chercher en fait dans toute la base de connaissances et peut-être même après un jour de faire une IA aussi, d'entraîner des IA avec tout ça. Et donc, je pense qu'on pourra arriver à ce moment quand même où on dira aux gens avant de poser la question quand même d'aller chercher. Je pense que ça sera bien parce que pédagogiquement c'est bien, c'est le seul moyen de faire acquérir, comme tu dis, t'as raison Thibaut de le souligner, hein, c'est pas un truc inné, hein. Tout le monde n'a pas eu cette habitude d'aller chercher tout le temps. Or, quasiment une formation au code, c'est quasiment ça le premier truc que tu dois apprendre en fait, c'est apprendre à chercher, quoi. Ce que je Donc, trouve bien chez les formations courtes, c'est qu'au moins ils te donnent un réflexe, c'est apprendre à chercher. Et ça, c'est vraiment un bénéfice net, c'est-à-dire des fois, on se repose un peu trop sur ça parce que tu sais, c'est un peu la pédagogie active. Hop, la petite pique. Mais c'est exactement ça. C'est qu'au bout d'un moment, il y a
beaucoup de choses sur Internet, quasiment tout. Après, attention, un tuto n'est pas une formation, ça c'est toujours un sujet. C'est pas parce que tu as tout sur un buffet que forcément tu peux te servir n'importe comment et tu auras les bons résultats. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, du moment que tu as la bonne direction, même l'IA et Google vont vraiment t'aider à compléter ton apprentissage, quoi. Je connais aucun no-codeur de toute façon qui, au bout d'une formation, s'arrête en disant ça y est, je connais tout, je peux arrêter de me former, je peux arrêter de regarder sur Personne. Internet. A priori, même dans la plomberie, hein, les normes changent et il faut se tenir à jour. En plus, mais bon, réparer un tuyau en général, ça reste quand même de la même façon, je pense. Mais Bah, il y a des tu sais que compétences de base, mais après, tu dois toujours apprendre, ouais, effectivement, mais bon. je pense. Ouais. Un bon réflexe dans tous les métiers alors. Plus ou moins, mais c'est peut-être plus ou moins, quoi. Après, c'est vrai que dans l'informatique, c'est quand même un peu constant, quoi. En tout cas, dans la création d'applis, etc., tu peux... Mais c'est ça aussi, je pense que ça doit être une partie du plaisir. Quelque part, si les gens qui aiment pas ça, qui aiment pas cette petite frustration d'être bloqué, puis cette petite victoire de trouver la solution, il faut pas faire ce métier, quoi. Bah, il faut aimer apprendre. En vrai, il faut aimer apprendre. Et je pense que c'est positif. Et d'ailleurs, je trouve que sur YouTube maintenant, aujourd'hui, tu as même des tutos sur les trucs tout bêtes de la vie, mais il faut aimer apprendre. Et je trouve que la curiosité, c'est un La truc qu'on curiosité. regardait un peu, je trouve que c'est hyper important. Aujourd'hui, pour moi, le meilleur des no-codeurs, il est surtout curieux, en fait. Mais c'est pour ça justement que tu vois que certains no-codeurs partent sur du code parce qu'ils sont très curieux. Ils se disent Mmh. bah écoute voilà je sais faire du no-code mais en fait je suis tellement curieux que j'ai envie de savoir bah, ce qui se passe derrière, savoir ce qui se passe en arrière-plan, savoir ce qui se passe en back-end. J'ai envie d'apprendre à coder. Tu vois et je pense que Victor par exemple c'est une personne très curieuse qui Ouais, veut là, dans ce sens-là, ouais, forcément je suis d'accord apprendre à avec coder. toi, ouais. Ouais donc tu vois et la curiosité c'est extrêmement important. On te donne une documentation par exemple pour utiliser je sais pas une API ou autre, bah tu vas devoir chercher et tu vas devoir te débrouiller. Non, Donc mais ouais, sur vraiment ça, c'est important. clair. Ouais. Il y a beaucoup de débats dans le chat. Est-ce que les médecins aussi se tiennent à jour ou pas? Un peu, a priori. Ce qui est pas mal. Bah écoutez, c'était super intéressant. Merci beaucoup pour tout ça. Franchement, je pense qu'on a bien quadrillé un peu ce sujet. C'était cool, franchement, d'avoir différentes perspectives, d'avoir vraiment... je pense que de toute façon, on va continuer à parler de tout ça, mais on est à un point, je trouve, qui est intéressant avec ce sujet de l'IA aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste à un moment où c'est apprends à coder et puis c'est tout. C'est maintenant, il peut y avoir un moyen un peu plus simple d'apprendre à coder, enfin une petite béquille qui peut être l'IA, qui peuvent être aussi certains outils no-code qui aident. Et puis comme ça, un peu toutes ces compétences, je pense que là, on est pas mal, on a pas mal couvert le truc. Est-ce que, je sais pas, vous avez un petit mot de la fin? Je n'ai pas préparé de conclusion, donc voilà, on va faire ça Bah, comme ça. moi, c'était le petit point peut-être pour ajouter, c'est que il faut pas se dire qu'il faut savoir coder pour toucher au no-code et qu'on aura un plafond de verre qui va nous limiter. Ça fait 5 ans que je fais du Bubble, même 6 ans à haut niveau et aujourd'hui, j'ai pas ressenti ce besoin. Je pense que les apprentissages viennent au fur et à mesure de l'usage et c'est pas forcément quelque chose qui va totalement vous bloquer. Par contre, effectivement, il faut pas se croire invincible parce que justement, on a fait du no-code et qu'on sait tout développer. Je pense qu'il y a toujours de la recherche à faire sur Internet et surtout, bah, en fait, t'as beau avoir des trucs, t'as beau trouver des trucs sur Internet et les appliquer, il faut les comprendre. Et au bout d'un moment, je pense que la responsabilité d'un no-codeur, surtout s'il fait, quand c'est son propre produit, c'est un petit peu autre chose, mais quand tu fais de la presta, tu peux pas aller faire quelque chose qui te dépasse tant au point de vue performance et sécurité que juste au point de vue développement. Et je pense que pour donner une belle image du no-code, ou en tout cas que c'est quelque chose qui reste pérenne dans le temps, c'est on se responsabilise. Apprendre un outil no-code, c'est profond, c'est complet. Et je pense que la base, c'est ça, c'est aller chercher, on va dire, de vraies compétences derrière pour pas pour se dire j'ai fait 2 semaines et je suis chaud et je peux je peux tout développer, quoi. Ouais, moi, si j'ai un petit mot, ce serait de dire aux gens de pas forcément écouter ce D'écouter que tout le Thibaut. monde dit sur Internet. Non, N'écoutez pas les mecs avant parce que n'écoutez pas Pardon. sur Internet. Faites vos propres recherches et faites vos propres expériences. Aujourd'hui, on oppose très souvent no code et code. Si vous voulez tester le no code et que vous êtes développeur, testez le no code. N'écoutez pas ceux qui vont vous dire ne faites pas du no code. Testez par vous-même et regardez ce que ça va donner. Par exemple, moi, je suis développeur. Je fais du no code également aujourd'hui, donc ce qui s'est transformé en low code. Et je suis extrêmement beaucoup plus productif avec mon agence et tout est parfait. Et si vous êtes no codeur, n'écoutez pas les personnes qui vont vous dire ah non, ne va pas vers du code. Testez, si vous êtes curieux, testez, allez vers du code et regardez ce que ça donne. Peut-être que ça va vous ouvrir des portes qui sont exceptionnelles. Vous ne savez pas et peut-être d'ailleurs que ça va être une grosse passion pour vous, le code. Donc, testez, faites par vous-même et regardez ce que ça donne derrière. Ouais, je pense que c'est le bon truc de ne pas se sentir obligé.
de faire quoi que ce soit, d'apprendre ou pas apprendre, mais par contre de tester, et moi j'ajouterais forcément un peu biaisé, hein, mais de se former, quoi. C'est-à-dire, il y a tester et tester, quoi. Il y a aussi des gens qui testent et qui disent « Ah bah non, c'est trop dur, c'est nul ». Il y a aussi ce truc un peu de... Je pense que là, on l'a quand même dit pas mal de fois, il y a un petit peu des compétences, des petites choses à acquérir, que l'on veuille avoir une approche full code ou full no code. De toute façon, ça change rien. Il y a un socle un peu de base, de comprendre certains fonctionnements, quelque part, j'ai envie de dire, du monde moderne numérique, quoi. Enfin, de comment ça fonctionne Internet. Comprenez tout ça et ça vous servira pour ce que vous allez créer avec les outils ou avec le code, quoi. Mais il faut pas s'empêcher de démarrer quand même, parce que du coup, tu vas avoir la mauvaise excuse de ouais, forcément, je me mets pas dessus parce que derrière, faut savoir coder. Or, coder, je sais pas, c'est compliqué, donc je vais pas. Tu vois, c'est surtout pour ce message-là qui me dérange, c'est d'aller avoir la limite où les mecs ils vont pas faire l'effort parce qu'ils disent oh flemme, c'est trop loin. Alors qu'au contraire, on peut faire de très très belles choses, même si tu sais pas coder, ça peut être très progressif. Et tu peux aussi être bon no-codeur, je le répète, sans savoir coder, c'est OK, et tu pourras avoir le choix derrière. Le plus important, je pense que c'est le choix, en fait. En fait, finalement, je le dis, je dis comme JB, sauf que je le dis peut-être différemment. C'est juste avec la réciproque, c'est d'éviter d'avoir des gens qui s'arrêtent avant en se disant ouais, en fait, je pourrais jamais être bon. Alors que c'est pas vrai, tu vois. Tu peux être bon même si tu sais pas coder. Je pense que ça aide, enfin, commencer par le no-code peut aider certaines personnes à ensuite aller sur des choses plus techniques, hein, parce que ça fait une petite marche intermédiaire. C'est ça. Ça, c'est sûr. Et certaines personnes peuvent passer cette marche très vite, ou ne pas la... Mais pour certaines personnes, ça permet, quoi. Et bah super, où est-ce qu'on peut vous suivre si les gens veulent vous poser des questions, pas vous insulter, mais plutôt vous voir ce que vous continuez à dire. Alors, moi, je me suis beaucoup trop fait insulter sur TikTok, donc j'ai laissé ça de côté. Vous pouvez me suivre sur Twitter, si vous voulez. Donc, c'est JB Sensei, et aussi sur YouTube. Donc, pareil, même nom, JB Sensei, tout attaché. Et voilà, principalement. Donc, ok, je mettrai les liens de toute façon dans les notes du podcast. Là, je vais mettre dans le chat ce que je trouve. Et puis voilà. Et toi, Thibaut ? C'est pareil, ça va être... principalement, nous, on est sur Discord. Donc, c'est le Discord auto. Donc, discord.gg/auto. Il y a aussi Twitter, YouTube un petit peu, parce qu'on est un peu moins actif. Mais on va revenir un petit peu là-dessus. Donc, je pense que ça va être intéressant. Mais dans la majorité des infos, c'est finalement plus sur le Discord, ouais. Ok, oui, effectivement, on dit Twitter, mais bon, ça s'appelle X maintenant. Je sais pas pourquoi. Moi, j'arrive pas, hein, mais bon, bref. Ouais, moi non plus, tu dis quoi maintenant ? Tu dis plus tweeter, tu dis quoi comme mot du post Poster sur X, ouais, je sais pas. D'accord, c'est nul, hein, c'est dommage. C'est moins fun. Bah écoutez, merci beaucoup pour tout ça. Merci au chat, franchement merci, là vous étiez nombreux et c'était très cool aussi d'avoir toutes ces réactions, toutes ces questions. On a appris des choses aussi, on apprend toujours des choses avec le chat, donc ça c'est cool. Merci Alec pour l'invite, c'était vraiment très cool d'avoir provoqué le débat. Je pense que c'est mieux qu'effectivement des vocaux comme disait JB. Ouais. C'est un sujet qui mérite le temps de prendre le temps, quoi. Et merci d'avoir pris le temps justement, parce que je pense que des fois il faut se poser, quoi. Ça c'est un peu l'inconvénient des réseaux sociaux et de X, etc. C'est que ça va vite, c'est quelques petites phrases par-ci par-là. Ouais. Donc là, on a bien pris le temps. Il y aura un beau replay, il y aura une version audio et tout, donc ce sera parfait. Merci à vous en tout cas, merci, c'est super plaisant. Bonne fin de semaine et bel été. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu entends ce message, c'est vraiment que tu es allé jusqu'au bout de l'épisode et certains sont très longs, donc vraiment je t'en remercie. Il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne semaine en attendant le prochain épisode. Si jamais tu veux être sûr de ne pas le rater, je te recommande de t'abonner dans ton outil de podcast préféré. Et si vraiment ça t'a plu, mais genre vraiment, et que tu as envie de me faire plaisir, n'hésite pas à envoyer cet épisode à 2 personnes à qui tu penses que ça peut l'intéresser. Même déjà une, ça sera très bien. Je dis 2 pour copier le fameux gimmick de Génération Do It Yourself. Allez, à bientôt.